Bonjour. Bonjour, c'est Achraf Kir. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça fait un petit bout de temps là. Ouais, oui. Un petit. Ah, le Shenzhen. Ça va, alhamdoulilah. Excellent, super magnifique. On de Comment ça retrouver. se passe à Fès? Comment ça se passe à Fès? Toujours aussi chaud? Ça va, à vrai dire, je ne suis pas sorti depuis une semaine, donc je ne sais pas quel temps il fait. Mais il fait, ça va. Allah yaskhar. Yamine. Comment tu vas? Ah, on est déjà en live. Si, c'est déjà en live, yes. Bonjour tout le monde. J'attends, je vois pas Bishkron, je vois pas Laudrey, ni Serachit. Alors, je vais mettre un petit partage pour, en attendant que les participants nous rejoignent. Je vais essayer d'arrêter ma caméra. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà rejoints là actuellement. Allô. Oui, bonjour. Kidal Massad Bassalik. Écoutez, il y a deux façons. Soit vous avez le lien sur Zoom et vous rentrez directement sur Zoom. De cette façon, vous serez, j'ai envie de dire, VIP. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions, suivre en direct, soit par oralement, par chat, ou vous pouvez aussi suivre par Facebook. C'est la même conférence, et sur Facebook, un petit peu indirect, j'ai envie de dire, parce que vous n'aurez pas accès rapidement aux conférenciers, alors que sur Zoom, vous pouvez avoir accès rapidement. D'un lien, oui. Vous aurez besoin d'un lien, oui. Alors, le lien, là, je n'ai pas votre adresse email pour vous l'envoyer. J'aurais aimé vous l'envoyer. Ce qu'on peut faire. Aussi, Mohamed Ben Shkaroun est là. OK. Bonsoir, Smart. Il est sur le volet participant, donc il va falloir lui donner la main pour. Il vient de passer de l'autre côté. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ça va, vous allez bien?
Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir, c'est Rachid. Bonsoir, Loudrey. Voilà, il y a tout le monde, je pense, tout le monde est conférenciers. Bonsoir tout le Bonjour, monde. Et bonjour. Bonjour. vous m'entendez? Parfaitement, oui, oui. Et au C'est niveau de Rachid? l'image? Oui, et au niveau de l'image? Oui, oui, Aussi, excellent. Excellent, oui. Parfait, une, parfait. une belle bibliothèque aussi. C'est gentil. Très grande bibliothèque. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir les amis, bah, écoutez, c'est déjà lancé sur Facebook. Je vous rends le micro. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Boussi. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Mohamed Benchekoun. Bonsoir, Rachid Achachi. Oui, Bonsoir à oui. tous. Bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club des dirigeants. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, qui concerne l'avenir du Maroc, sans doute, puisqu'il est question, bien évidemment, de la souveraineté et il est question dans l'actualité, en cette période de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, d'un nouveau modèle de développement qui a d'ailleurs été retardé. Alors, la souveraineté s'invitera-t-elle davantage dans ce nouveau modèle de développement? C'est ce qu'on va notamment voir ce soir. On va s'intéresser à ce concept qui revient actuellement dans l'actualité, pas uniquement au Maroc, mais à l'international. On voit des États qui de plus en plus, par souveraineté, envisagent l'avenir en ayant eh bien, à cœur de vouloir relocaliser des chaînes de production, de vouloir avoir la main, le contrôle sur plusieurs secteurs d'activité. Est-ce ça finalement la souveraineté, ou est-ce que la souveraineté, c'est un concept beaucoup plus large qui va du concept intellectuel à la pensée, tout simplement, d'un peuple? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir avec donc Rachid Achachi, qui est économiste, chroniqueur sur Lux Radio, et puis Mohamed Bencheikroun, qui est l'ambassadeur du club des dirigeants en Chine. On parlera sans doute de la Chine, Mohamed, et puis également économiste à l'université de Ningbo, en Chine, sur la côte Est. D'abord, Rachid Achachi et Mohamed Bencheikroun, je voulais avoir votre regard, votre point de vue. Quelle est votre définition à vous sur finalement ce concept de souveraineté? Rachid Achachi. Alors, peut-être il faut partir du commencement pour comprendre quelles sont les déclinaisons possibles et pourquoi y a-t-il une urgence de renouer avec ce concept. Alors, à la base, c'est une idée juridique et philosophique qui traduit la capacité d'un peuple à pouvoir vouloir collectivement quelque chose sans en référer à un tiers. Donc, c'est une marge de liberté qui est rendue possible par deux éléments. Le premier, c'est la légitimité, ce que les Romains appellent l'autoritas, c'est-à-dire un État doit posséder une légitimité pour pouvoir traduire la volonté libre du collectif. Et à côté de la légitimité, de l'autorité, il faut un pouvoir, ce qu'on appelle la potestas, c'est-à-dire une capacité objective à transformer le réel. Et transformer le réel selon une volonté collective, c'est la volonté de la communauté politique, du peuple, ça dépend des contextes. Alors le concept est né dans un contexte très particulier, dans un contexte européen, dans sa forme moderne, durant ce qu'on appelait les guerres de religion, suite à la réforme protestante et à la contre-réforme catholique, et où à un moment s'est posé la question comment on peut fonder une communauté politique sans prendre le risque systématique de tomber dans une guerre civile. Et donc il a été décidé dans un contexte européen d'évacuer le facteur religieux comme légitimation du politique pour introduire une autre forme de légitimité qui prendra des formes plurielles. Ça peut être la souveraineté populaire dans un schéma démocratique, à travers le suffrage universel, qui octroie la légitimité aux politiques pour agir, comme ça peut être dans un contexte traditionnel, une légitimité religieuse ou métaphysique. Alors pourquoi le concept est important aujourd'hui? Car aujourd'hui, on vit une époque où globalement, les peuples se voient de plus en plus dépossédés de cette souveraineté, de cette liberté. Les gens continuent de voter, mais ils ne voient pas en quoi leur vote est effectif, puisque les décisions qui vont être prises par les politiques, en réalité, obéissent à d'autres impératifs et à d'autres desiderata, notamment ceux du marché, notamment ceux de la technique financière. Et d'ailleurs, on le voit même dans le vocabulaire. Aujourd'hui, on voit des chefs d'État dire qu'il faut calmer les marchés, qu'il faut rassurer les marchés. Alors que ce qui est attendu normalement, c'est de rassurer les peuples et de calmer le peuple, puisque le pouvoir politique n'est pas autonome vis-à-vis de sa base populaire. Et donc la mondialisation, l'émergence d'une technostructure avec des technocrates à qui il manque la légitimité que j'ai décrite tout à l'heure,
puisqu'ils ne sont pas élus, donc ils ne portent pas l'autoritas, prennent des décisions quand même. Donc on a des gens qui ont la potestas, mais qui n'ont pas l'autoritas, c'est-à-dire qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas de la légitimité. Et bien naturellement, leur paradigme n'est pas celui du bien commun, n'est pas celui de l'intérêt général, mais très rapidement prend la forme de celui de l'intérêt particulier, de l'intérêt du marché, de l'intérêt. Le souverainisme. Tout à fait. Et donc la contre-réaction par rapport à cette nouvelle réalité mise en place et déployée par la mondialisation, par le néolibéralisme, va être un désir de souveraineté, une volonté au niveau des peuples de reconquérir les leviers de la souveraineté afin d'avoir des représentants qui traduisent réellement leur volonté. Alors là, on est dans un contexte global. Mais dans le cas de pays comme le Maroc, on est à un degré beaucoup plus profond de dépossession de la souveraineté, car même les leviers de la souveraineté sont extrêmement réduits du fait de notre sous-développement, de notre retard technologique, de notre retard intellectuel. Et donc, de fait, avant de poser la question de la souveraineté économique ou de la souveraineté technologique, il est impératif de penser la question de la souveraineté intellectuelle, c'est-à-dire à partir de quel référentiel intellectuel on va déjà nous penser nous-mêmes. Car un peuple qui n'est pas outillé conceptuellement pour se penser lui-même, d'autres vont le penser à sa place et lui dire voilà ce que… Rachid Achachi, que finalement la piste qui a été donnée dans la réflexion de ce nouveau modèle de développement, de le penser maroco-marocain, déjà, rien que sur cette base-là, on ne fait pas fausse route. Alors, mais déjà, que veut dire maroco-marocain? Donc, les mots ont leur importance, parce qu'effectivement, on peut le penser à partir du Maroc, géographiquement parlant, mais on le pensera occidentalement parlant du point de vue du concept. C'est-à-dire que si les éléments que l'on va utiliser pour penser le modèle du développement sont produits dans l'université de Chicago, dans l'université de la Sorbonne ou ailleurs, effectivement, il n'est en rien souverain. C'est un vernis de légitimité géographique qui ne suffit pas. Voilà, et être 100% marocain, maroco-marocain, ça part déjà des catégories et des concepts que l'on va utiliser pour penser le développement économique. Quel développement, qu'est-ce qu'on entend par développement? Qu'est-ce qu'on entend par économique? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Donc, en réalité, il faut redonner du contenu et de la substance à chaque mot et à chaque concept qu'on utilise afin déjà de pouvoir définir qui on est. Il y a la question de l'identité qui est fondamentale. Parce que quand on voit les différentes trajectoires de développement, qu'il s'agit de la Chine, de la Corée du Sud, ou même de l'Allemagne à l'époque de Bismarck, ou peu importe le peuple, c'est toujours des peuples qui partent d'un point de départ en sachant qui ils sont, en sachant quelles sont leurs valeurs fondatrices, quel est leur socle de valeurs, quel est leur rapport au monde, et à partir de qui ils sont, ils peuvent déduire une projection dans le futur à travers une modernisation instrumentale. Donc, il s'agit juste d'acquérir les instruments de la modernité capitalistique et économique en vue de mieux défendre ce qu'on est profondément et intérieurement en tant qu'identité collective. Bon, dans le cas du Maroc, on en est encore à définir qui on est réellement. On a un désir de modernité, on a un désir de tradition et d'authenticité. On a pris en otage entre différents fantasmes et qui font qu'en réalité, on ne peut pas avancer. Et donc, on patauge dans un schéma de mimétisme, de récupération de concepts clés en main. Et quand on n'y arrive pas du tout, eh bien, on sous-traite l'intelligence à des cabinets d'études étrangers, comme McKinsey, comme BCG. Donc, la problématique est beaucoup plus profonde. D'où le fait que je dis qu'en réalité, ce dont on a besoin avant tout, ce n'est pas d'un modèle de développement économique, mais c'est un modèle civilisationnel qu'il faut bâtir, dont on va décliner et déduire une dynamique économique et une vision économique. Or, le problème, c'est que quand on parle de la plupart des pays qui sont développés, le développement n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est toujours l'affaire d'une élite qui est une avant-garde et qui porte sur ses épaules le fardeau et la prise de risque inhérente à toute dynamique économique et à toute dynamique historique. Et pourtant, dans le cadre… Métis parlait de renouvellement des élites, de la nécessité de renouveler les élites. Mais quand on parle du renouvellement des élites, au Maroc, on parle principalement des élites politiques. Mais personne ne parle des élites intellectuelles. Ça, on n'en parle pas, c'est has-been, on dirait que c'est totalement évacué. Or, on peut avoir les politiques les plus sympathiques du monde, s'il n'y a pas un fond idéologique, s'il n'y a pas un travail idéologique derrière, et bien naturellement, ils vont bricoler avec les éléments qu'on leur fournit, des éléments qui n'ont pas été forgés dans un contexte marocain et dans une réalité intellectuelle marocaine. Alors, si tu permets rapidement, juste ce que je disais, c'est que dans le contexte occidental, le progrès avec un grand P a été porté par une élite qu'on appelle la bourgeoisie éclairée, qui l'a fait non pas par amour des peuples, mais pour des raisons d'ouverture, de taux de profit et de marché, mais qui, par les ruptures qu'elle a enclenchées à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau de l'art, a enclenché une dynamique donnée. Or, dans les pays où la bourgeoisie est une bourgeoisie défaillante, comme le Maroc, mais comme certains pays d'Asie également,
le seul acteur qui peut jouer le rôle de la bourgeoisie défaillante, c'est l'État. Et donc, il revient à l'État, dans des cultures à temporalité fermée comme la nôtre, de jouer le rôle de la bourgeoisie défaillante. Car on a une bourgeoisie, mais c'est une bourgeoisie rentière, c'est une bourgeoisie qui a une aversion pour le risque, c'est une bourgeoisie boutiquière. Et donc, réinventer l'État et repenser quel est le rôle de l'État dans l'économie est un élément premier de l'aventure intellectuelle que je propose comme étant un préalable et un prérequis à toute réflexion économique ou de développement économique. Mohamed Benchekroun, est-ce que cette définition, alors on en est un peu plus loin que la définition, on a parlé également du Maroc, mais ce concept du souverainisme tel que décrit par Rachid Achachi vous convient? Et vous, justement, qui êtes économiste en Chine, est-ce que vous direz que la Chine, c'est peut-être un des meilleurs exemples d'un pays souverain ou pas du tout? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation, merci pour cette conférence. Lorsqu'on parle de souveraineté, d'abord, la souveraineté vient du mot souverain. Et souverain, ça veut dire le roi. Et donc, la souveraineté, c'est l'allusion, ça reflète une forme d'autoritarisme et de nationalisme dans le pouvoir décisionnel. Et en France, ça a été introduit par William Atwill, qui était la plume de Charles Pasqua en 1992 lors du traité de Maastricht. Et le mot souveraineté est originaire du Canada, qui a été associé à Souveraineté Association, qui est un nom québécois pour qualifier ceux qui militaient pour l'indépendance canadienne. Donc, cette terminologie historique nous donne finalement une définition d'une philosophie politique qui met en priorité l'intérêt national d'abord et en second lieu l'intérêt des autres. Donc, c'est une préférence nationale, mais qui ne veut pas en aucun cas dire une fermeture totale du pays sur le monde. Le souverainisme peut être aussi affilié à des mesures de protectionnisme, à savoir une intelligence politique. Dans un premier plan, établir des stratégies contextuelles, comme l'a dit M. Rachid Achachi, sur des spécificités historiques, culturelles, des valeurs de chaque pays, et de trouver sa voie, son adéquation par rapport aux mouvances internationales. Et lorsqu'on voit la situation actuelle, effectivement, la Chine a eu ce génie-là, cette intelligence, avoir assis ou avoir eu cette capacité d'établir une stratégie qui, en même temps, qui leur permettait de tirer profit de la mondialisation en termes d'attractivité, en termes de prospérité économique dans sa quête de renaissance et de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Et aussi, cela ne leur a pas pour autant coupé de leur identité historique et culturelle. Donc finalement, la souveraineté politique, c'est une capacité de l'État à être en même temps fidèle à son histoire et être moderne dans sa capacité à trouver son adéquation par rapport aux challenges mondiaux. Et c'est ça, finalement, une clé de succès pour une renaissance réelle. Et c'est le cas de Singapour, de la Chine, de la Corée du Sud, de la Turquie. Ces pays-là, s'ils ont finalement une caractéristique commune dans leur plan de développement, c'est incontestablement une souveraineté, un patriotisme sur tous les plans, culturel, politique et aussi économique. Maintenant, on n'a pas parlé des États-Unis, Mohamed Benchekroun. Est-ce que finalement vous diriez aussi pays souverain? Est-ce que cette volonté de Donald Trump qui affiche de plus en plus sa volonté d'isolationnisme, je vais y arriver décidément, le café ne fait pas encore effet. Hein. Est-ce que ça veut dire souverainisme par là aussi? Alors, le cas de Donald Trump est vraiment un cas d'école qu'il faut analyser avec beaucoup de perspicacité. Loin de l'idée de le diaboliser, loin de cette volonté de le diaboliser, il faut vraiment analyser sa politique d'une manière beaucoup plus subtile. Effectivement, il est perçu comme un protectionniste, mais lorsqu'on voit ses résultats économiques, ont été des résultats tout à fait exceptionnels. Le taux de chômage sous Donald Trump a été le plus bas depuis 1969. Et les salaires augmentaient d'un point de vue trimestriel de 3 à 4%, avec une création de 7 millions d'emplois. Donc, ce sont les résultats de mesures protectionnistes, à savoir, par exemple, il a pris des mesures en augmentant les taxes douanières contre l'acier et l'aluminium, même si cela a créé des réticences et de la colère contre ses partenaires canadiens, qui sont les principaux exportateurs de l'acier et de l'aluminium. Sa politique de relance économique a été sur une base d'une
politique fiscale attractive et finalement d'un rôle pionnier de la banque dans le soutien financier des TPME. Ouais. Et aussi, il faut aussi rappeler que sa guerre commerciale contre la Chine, qui a été diabolisée par les médias mainstream, finalement, ça a permis aux États-Unis un achat ou bien une vente de 200 milliards de dollars de produits américains vers le marché chinois. Donc, cette volonté de American First ou de préférence nationale ou de protectionnisme ont eu des gains positifs en termes économiques, ont permis aux États-Unis d'avoir une croissance tout à fait intéressante, un taux de chômage le plus bas depuis 1969, et c'est lié finalement à la politique de relance économique extrêmement forte. Il a mis une pression effroyable à la Fed pour diminuer son taux directeur et d'avoir une politique de réflation, c'est-à-dire une politique d'augmentation de la masse monétaire, diminution de la charge fiscale pour soutenir qui? Les industriels locaux, les entrepreneurs locaux. Donc, cette politique de la relance est une politique souveraine, est une des représentations de ce qu'on appelle la souveraineté économique, le protectionnisme économique, mais cela aussi symbolise une façon c'est une confiance du leader politique sur les spécificités et sur le tissu économique national. Dès lors qu'on prend des risques aussi colossaux de déduire la charge fiscale, de prendre des risques en termes d'injection de liquidité, c'est parce qu'on met effectivement une préférence sur les entrepreneurs locaux au détriment de l'importation. Cela a des risques, mais encore une fois, c'est la traduction d'une confiance vis-à-vis du tissu national. Et ceux qui font l'inverse, et ceux qui sont dans l'austérité, n'est qu'une réticence de la capacité des entrepreneurs, des industriels marocains, de la bourgeoisie, comme dit M. Achachi, à avoir un retour sur investissement. Donc oui, le protectionnisme de Trump a été extrêmement bénéfique, tant économique que social. Malheureusement, la Covid-19 a eu un impact néfaste sur le paysage économique, mais cela n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas nier que la politique de relance extrêmement forte est une des réflexions ou des traductions de ce qu'on appelle le souverainisme économique, à l'instar de ce qu'a appliqué la Chine, de ce qu'a appliqué la Turquie, la Corée du Sud, Singapour. C'est un point commun indispensable à une renaissance d'une nation que le royaume du Maroc, depuis de longues décennies, n'a pas voulu mettre en place. Rachid Achachi, en ce moment, la souveraineté, d'ailleurs c'est le titre de notre webinaire ce soir, c'est la grande leçon de cette pandémie. On voit tous les pays ou des blocs de pays afficher, brandir le souverainisme. On a des décisions fortes, notamment aux États-Unis. On parle, d'ailleurs ça a affolé les marchés financiers hier, d'un plan de 1000 milliards de dollars pour relancer les infrastructures, notamment dans la 5G. En Europe, il y a ce plan franco-allemand de 500 milliards d'euros pour tenter une relance de l'économie européenne, même si 500 milliards sur 27 pays, ça reste très faible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on va observer des distributions de budget, non pas à des États, mais à des régions de pays, ce qui veut laisser entendre peut-être une volonté de distribution d'un pouvoir plus fédéral, plus fédéraliste. Est-ce que c'est ça le souverainisme? Et quelle place du Maroc finalement dans cette redéfinition d'une carte mondiale où chaque État va vouloir davantage devenir souverain? Alors, il y a différents éléments. Alors, premièrement, il faut comprendre que la problématique de la souveraineté n'a pas commencé avec le Covid-19, même si la pandémie a été un révélateur, puisque enfin, de manière manifestée, on a vu l'urgence immédiate de repenser le concept et de reconquérir les leviers de la souveraineté, mais ça a commencé bien avant. On l'a vu déjà avec le Brexit, car en réalité, le leitmotiv du Brexit n'est pas le populisme, mais c'est le libéralisme. C'est par attachement au principe de liberté que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, qu'il voyait comme étant une forme de tyrannie bureaucratique dirigée indirectement par l'Allemagne avec une main de fer mais dans un gant de velours, et qui est en réalité antinomique avec les valeurs profondes du Royaume-Uni qui sont fondées autour de la valeur de liberté et pas du tout sur des valeurs d'égalité. Le monde anglo-américain est fondé autour de la liberté, quitte à la défendre au détriment de l'égalité. On l'a vu avec l'Obamacare
et le refus de la part de la moitié des Américains, ce que les continentaux européens ou le Maroc ne peuvent pas comprendre. C'est réellement une autre anthropologie, une autre manière de penser le monde, où la liberté est centrale. Donc le Brexit a été un premier signal d'alarme. La victoire de Trump également, car effectivement Trump, durant sa campagne présidentielle, a articulé son projet autour de l'idée d'un retour à une forme d'isolationnisme, ce que tu évoquais tout à l'heure, mais qui est profondément ancré dans l'imaginaire américain. Effectivement, il faut remonter au 19e siècle pour retrouver la doctrine Monroe, qui était une doctrine qui interdisait aux États-Unis d'intervenir dans les affaires européennes, mais par contre qui autorisait les Américains à déployer leur hégémonie au niveau de l'Amérique latine. Donc l'isolationnisme n'est pas une fermeture, mais c'est une fermeture relative, en vue de pouvoir étendre son hégémonie plus facilement ailleurs et ne pas disperser son énergie. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Les États-Unis, c'est l'Empire. Je veux dire, ça, il faut le comprendre. Étant l'Empire, ils sont les plus souverains du monde. Je veux dire, il n'y a pas de pays plus souverain que les États-Unis. On essaie de sauvegarder ses intérêts face à une Chine qui devient de plus en plus puissante, gênante, notamment sur la 5G. Tout à fait. Alors, la Chine, elle contrecarre le désir d'hégémonie des États-Unis, une hégémonie qui prend une forme plurielle, alors une forme intellectuelle, parce que quand on voit la plupart des nouveaux concepts nous viennent du monde anglo-américain, les concepts de gouvernance, etc., au niveau culturel, notre mode alimentaire avec les fast-foods, notre code vestimentaire est une forme d'adhésion à une hégémonie qu'on ne peut pas contrecarrer. Donc, il y a une hégémonie à tous les niveaux du côté États-Unis. Alors, effectivement, il y a un début de multipolarisation du monde avec l'émergence d'un pôle russo-chinois qui s'inscrit dans une complémentarité dialectique entre la Russie et la Chine, même si en réalité il y a plein de contradictions entre les deux, mais qui, dans l'immédiat et dans le court et le moyen terme, permet un nouveau réagencement du monde autour d'une pluralité de pôles. Alors pour l'instant, il n'y a que deux pôles évidents, il y a le pôle anglo-américain et de l'autre côté, il y a le pôle russo-chinois. L'Union européenne demeure globalement sous la tutelle américaine sur le plan militaire, mais également sur le plan stratégique, car rappelons que l'Union européenne n'a pas d'autonomie stratégique, ce n'est pas un État, et donc on ne peut pas parler de souveraineté européenne, c'est un oxymore. La souveraineté ne peut être déclinée qu'à l'échelle d'une unité politique. Car je rappelle que la souveraineté se décline toujours sur un substrat territorial. Il faut un territoire pour qu'il y ait souveraineté. Et il faut une unité politique. Mais il y a quand politique. même des décisions politiques ou économiques qui sont prises désormais par la Commission européenne. C'est là où le problème, c'est que quand on a une union qui ne correspond pas à un État, mais qui prend des décisions à qui il manque la légitimité, eh ben, naturellement, elles sont vécues comme étant coercitives et comme étant des directives, plutôt que comme des choix souverains. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Mohamed Chouane évoquait à juste titre le traité de Maastricht. Je rappelle qu'il a été refusé par un certain nombre de peuples dans la France. Et le fait de l'avoir fait passer à travers le traité de Lisbonne, où on a édulcoré et changé un peu les noms, traduit en réalité l'absence de souveraineté des États à l'intérieur de l'Union européenne. Donc le Brexit l'a compris sans barrer. Les États-Unis avec Trump entend tout simplement opérer un repli stratégique car il commence à être dépassé au niveau des termes de l'échange et de la compétitivité par rapport à la Chine et donc il tente tout simplement de reconstituer un marché intérieur autant que repli, en tant que profondeur stratégique, mais pour mieux revenir par la suite vers un déploiement hégémonique. Donc dans tout ce schéma, le mot souveraineté, alors Mohamed Chouane l'a défini en termes contemporains, car effectivement aujourd'hui le mot souveraineté ne veut pas forcément dire la même chose qu'à l'époque de Baudin, ou qu'à l'époque de l'Empire romain, où on parlait d'impérium. Mais par contre, le dénominateur commun entre toutes les définitions de la souveraineté qu'on peut donner d'une époque à une autre, c'est qu'elles traduisent un vitalisme et une logique de mission qu'il s'agit d'incarner. Et pour la faire, il faut être libre, avoir les leviers de la liberté. Car je rappelle que dans l'Empire romain et dans la République romaine, avant l'Empire romain, il y a l'idée d'impérium. Et cet impérium, c'est la capacité de commander légitimement. Alors de commander l'armée, les légions, mais également de commander l'humanité au sens des habitants de l'Empire romain. Et que cet impérium était octroyé par Jupiter à celui qui va le porter et l'incarner. Donc il y a toujours une recherche d'une sacralité, de quelque chose, d'un ordre que l'on va incarner, d'une harmonie que l'on va incarner. Et donc aujourd'hui, dans un monde contemporain, où effectivement on est dans un monde totalement sécularisé, totalement désacralisé, le seul ancrage de la souveraineté ne peut être que le peuple. Et d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les constitutions du monde, alors en commençant par les États-Unis avec We the People, nous le peuple, jusqu'au Maroc, où effectivement le dépositaire de la souveraineté demeure le peuple marocain, mais cette souveraineté est exercée par des représentants et les délégués directement ou indirectement. Mais dans les faits, techniquement, quand on voit les politiques mises en place par le Maroc depuis la mise en place du plan d'ajustement structurel, on voit très bien que les tendances lourdes et que les grandes lignes ne sont pas décidées souverainement. Elles ont été décidées par le FMI, imposées dans un rapport de force à l'État marocain,
qui aujourd'hui se trouve piégé dans un paradigme qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas et qui va contre ses propres intérêts en réalité. Donc aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, il faut en parler déjà politiquement, c'est-à-dire dans quelle mesure est-on capable de réinventer la structure politique au Maroc de nature à permettre au peuple marocain d'avoir des canaux de contrôle et des canaux de transmission des décisions politiques majeures qui sont prises. Et donc, quelle mesure est-on capable collectivement de produire un rapport au monde, une conception du monde et d'exprimer un vitalisme, c'est-à-dire un désir d'incarner quelque chose dans le monde. Alors, tout cela peut paraître un peu philosophique, un peu abstrait, mais en réalité, c'est les prérequis nécessaires à toute réflexion économique. C'est-à-dire parce que l'économie n'est que l'intendant, ce n'est que l'une des déclinaisons possibles de l'économie. Mais si on veut être opérationnel, techniquement, la souveraineté s'articule autour de 3 leviers. C'est battre monnaie, ce qu'on appelle qui est le fait du souverain, car la monnaie n'est pas un simple instrument technique, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais c'est avant tout un support de souveraineté. Quand vous prenez un billet de 110 dirhams, il y a l'effigie du souverain, c'est-à-dire le roi. Il y a la devise de l'État, d'où le fait que la monnaie est qualifiée de devise. C'est Dieu, la patrie, le roi. Et puis il y a des monuments architecturaux qui traduisent un enracinement, c'est-à-dire une culture particulière avec une altérité. Donc la monnaie n'est pas rien. Elle est une institution politique et elle est un instrument de la souveraineté. Et donc la première question, au Maroc, est-on souverain monétairement? A priori, non. La Banque centrale est indépendante de l'exécutif et le Wali de Banque al-Maghreb n'est pas élu. Et le peuple n'a aucun instrument de contrôle vis-à-vis de la politique monétaire, ni à travers ses représentants, ni directement. Par rapport aux frontières, les frontières permettent de faire corps. Même la démocratie n'est pas pensable. Au niveau maritime. Pardon? Vous venez juste de les affirmer côté maritime. Ah oui, mais les affirmer sur quel niveau? Au niveau du déplacement des personnes, mais au niveau des marchandises. A-t-on une capacité de reculer le flux des marchandises quand on a signé des accords de libre-échange avec tout le monde? Des accords de libre-échange qui sont totalement délétères, puisqu'on est des déficitaires dans quasiment tous les accords, peut-être sauf avec la Jordanie, peut-être. Donc, bon, ça nous fait une belle jambe. Donc, la question Avec qui? Tout récemment, avec le Royaume-Uni. Mais bon, comme il y avait un nouvel accord… oui, mais bon, là, ça compte pas, c'est contingent. Donc, la question des frontières, la capacité à réguler les flux de marchandises, de capitaux, etc. Et puis, bon, faire la guerre et la paix, bon, ça, effectivement, on peut l'évacuer. On est encore souverain diplomatiquement, même s'il y a des limites très rapidement atteintes. Donc, il faut partir d'une lecture conceptuelle de ce qu'est la souveraineté, puis de tenter de la décliner au niveau de chaque champ d'expression, au niveau de l'économie, au niveau du politique, au niveau du culturel, au niveau de l'intellectuel. Et la question du renouvellement des élites dont tu as parlé au départ, elle est fondamentale. C'est-à-dire, qui va penser pour nous la question de la souveraineté? A-t-on l'élite intellectuelle capable de le faire? Donc là, c'est une question qui reste posée. Alors, moi, ma réponse, oui, on a cette élite intellectuelle, mais elle n'est ni valorisée, ni mise en avant, ni mise à contribution. Quand on va à la commission pour le nouveau modèle de développement, je suis désolé, c'est un patchwork. Enfin, c'est du bricolage. On a nommé les gens pour faire plaisir à tout le monde. Et quand on cherche à faire plaisir à tout le monde, on finit par décevoir tout le monde. Il n'y a pas de cohérence idéologique, il n'y a pas de radicalité dans la pensée capable d'entamer des ruptures avec le paradigme dominant. Et donc, on ne fait rien pour nous doter des moyens, en réalité, de penser souverainement la question du développement. Mohamed Benchekroun, cette crise, je le disais en introduction, elle fait réfléchir plusieurs États européens à relocaliser une partie de leur production. Peut-être que le Maroc sera un des gagnants, aura peut-être une carte également géopolitique, géoéconomique à jouer dans les prochaines années. On parle beaucoup en ce moment de Made in Maroc. Il y a ce concept aussi de préférence nationale. Il y a le Maroc qui a joué une politique africaine, une politique économique africaine depuis de nombreuses années qui commence à titiller certains États, notamment la France. Est-ce que là, ce sont des cartes en main que le Maroc commence à avoir et avec lesquelles il pourra jouer, constituer pour récupérer certains degrés de souveraineté dans la prochaine décennie ou dans les 20 prochaines années? D'accord, merci pour la question. Je vais répondre, ma réponse sera formulée sur 2 axes. D'abord, je vais répondre par rapport à la question de l'Europe et ensuite une transition par rapport au cas du Maroc, si vous me permettez. Très bien. Lorsqu'on parle de souveraineté qui est une leçon de la crise pandémique, l'Europe est une terre expérimentale qui a fait surgir cette question-là. D'abord, le rapport de l'OFCE a révélé que les pays les plus défaillants dans leur capacité à gérer la crise pandémique étaient l'Espagne, l'Italie et la France. Et finalement, les points communs… Alors, on a un problème avec l'adhésion de Mohamed Benchekroun. Rachid Achachi, vous êtes avec nous? Oui. Ouais. On espère que Mohamed Benchekroun va nous revenir. J'évoquais cette question du Maroc et des cartes en main qui commencent peut-être à
à se constituer, notamment sur la politique économique africaine ou sur la relocalisation d'une partie des chaînes de production sur lesquelles le Maroc sans doute pourra capitaliser. Est-ce que ça peut être des éléments qui peuvent faire que le Maroc va pouvoir à l'avenir être mieux maître de son destin? Alors oui, mais tout dépend de notre manière de les aborder, car on a bâti toute une stratégie industrielle autour de notre capacité à attirer des capitaux étrangers, notamment le plan d'accélération industrielle, qui en réalité a pris la forme d'un plan d'accélération de la sous-traitance. Effectivement, on a attiré des capitaux étrangers qui ont été localisés au Maroc, qui ont créé de l'emploi et dont la production a été comptabilisée dans le PIB marocain, jusqu'au point où des ministres ont osé dire que le Maroc exporte des voitures. Et je les corrige à chaque fois en disant non, le Maroc n'exporte pas de voitures, mais c'est le capital étranger au Maroc qui exporte des voitures. Car effectivement, si demain ces capitaux partent, on n'exporte plus de voitures. D'où le fait qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le PIB souverain et le PIB non souverain. C'est-à-dire le PIB dont le monopole technologique est détenu par des agents étrangers ne peut pas être, normalement, ne doit pas être comptabilisé dans le PIB marocain. Car effectivement, à aucun moment, on est capable de le remplacer en cas de départ. Car il n'y a pas eu de politique de transfert de technologie, il n'y a pas eu de politique de captation d'un savoir-faire et d'une volonté de rattrapage technologique à travers une remontée de filière et à travers de la rétro-ingénierie et de l'espionnage industriel. Tout cela n'a pas été fait. Tout à fait. Et donc, ce qui a été fait, c'est tout simplement d'inscrire le capital étranger dans une logique d'achat de paix sociale. Donc, l'impératif du Maroc demeure toujours un impératif archaïque qui est celui d'acheter la paix sociale et d'éviter qu'il y ait des hiraks à gauche et à droite. Oui. Donc, on a vu Moulay Hafid El Alami la semaine dernière, qui est au Parlement, qui a commencé à parler justement des pistes de réflexion pour ce nouveau plan d'accélération industrielle. Moulay Hafid El Alami, on dirait qu'il a reçu une illumination. C'est-à-dire qu'il a été illuminé, c'est un peu le chemin de Damas. Il a vu le Christ. Non, mais je veux dire, c'est pas crédible. Je veux dire, Moulay Alami était depuis le début un ultralibéral, pro-libre-échange, pro-ouverture des capitaux, avec toute une politique totalement délétère d'attractivité stérile des capitaux étrangers. Et aujourd'hui, il s'improvise et il se découvre très rapidement souverainiste pour le protectionnisme. C'est pas crédible. Oui, mais la crise, elle a des limites, la crise. Je veux dire, elle peut donner de bonnes idées, mais de là à transformer intégralement une personne, j'y crois pas un instant. Donc, je préfère plutôt écouter les gens plutôt cohérents sur la durée avec un logiciel bien articulé, plutôt que d'écouter quelqu'un qui est plutôt dans un opportunisme politique. Est-ce que c'est un axe, en dehors de la personne de Moulay Hafid El Alami, est-ce que l'apport, substitution, regarder ce que l'on produit, regarder ce que l'on apporte et le produire ici avec une banque de projets, comme le disait le ministre, est-ce que ça peut être un axe de réflexion? Ah bah oui, ça l'a été bien avant la crise, normalement. Fallait pas attendre la crise pour le comprendre, qu'effectivement, on est capable de produire du fromage, qu'on est capable de produire un certain nombre d'éléments élémentaires et qu'on n'est pas obligé de les importer. Mais là, on est en réalité par rapport à des produits, parce que quand on parle de certains produits, c'est des produits à la marge. Mais le principal problème n'est pas dans notre capacité à produire des biens agroalimentaires, mais dans notre capacité à produire des biens avec une intensité technologique importante. Parce qu'effectivement, quand on parle de la balance commerciale et des accords de libre-échange, il y a une logique de termes de l'échange et les termes de l'échange sont déterminés par le prix moyen des biens qu'on importe par rapport au prix moyen des biens qu'on exporte. Naturellement, quand on exporte des tomates et des oranges et qu'on importe des laptops et des iPhones, les termes de l'échange ne peuvent être que défavorables. Or là, effectivement, il faut être capable de produire une stratégie, une vision politique de très longue durée, ambitieuse et qui doit s'inscrire dans une logique d'autonomisation technologique et de rattrapage technologique, ce que la Chine a fait. La Chine a effectivement créé des zones franches pour attirer les capitaux étrangers durant les années 80-90, mais ce n'est pas arrêté là. Elle a créé tout autour un ensemble d'instruments technologiques et industriels et de recherche afin de capter toute cette technologie-là. En achetant des brevets quand il le fallait, en transférant des technologies quand il le fallait, en envoyant des ingénieurs se former à l'étranger quand il le fallait. Or, aujourd'hui, la question elle est concrète. Ça fait déjà des années que l'on a, entre guillemets, une industrie automobile, mais étant capable de produire la moitié d'une voiture de manière souveraine, c'est-à-dire le Maroc. Donc, moi, ma question, oui, parce qu'on a récupéré Mohamed Metchekoun. D'accord, je cède la parole à On parlait du plan d'accélération industrielle, deuxième phase, avec des pistes de réflexion, notamment l'import-substitution. Je vous lançais tout à l'heure sur ces cartes en main que le Maroc pourrait jouer à l'avenir, renégociation des accords de libre-échange, politique économique africaine. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que là, on peut récupérer des points de souveraineté, entre guillemets? C'est étrange, toujours quand je suis en débat avec M. Achahachi, il y a un souci de connexion. Ça doit être les agents secrets américains. Bon, alors juste pour revenir par rapport à ce qu'on disait, le rapport de l'OFCE
a finalement mis en relief que l'Espagne, l'Italie et la France étaient les pays les plus défaillants. Et ce qu'il y a en commun par rapport à ces trois pays, c'est leur perte de souveraineté totale d'un point de vue industriel, donc une perte d'industrialisation. Cette délocalisation forcée vers la Chine a permis un appauvrissement de la classe moyenne qui leur a pas permis d'avoir une capacité de tirer leur croissance sur la base de la demande intérieure due à l'appauvrissement du prolétariat de ces pays-là. Et aussi, finalement, ils n'ont même pas eu cette capacité à avoir cette indépendance sanitaire en termes de matériaux médicaux pour réagir à la crise d'une manière beaucoup plus rapide et s'en sortir et de ce fait-là, avoir une relance de leur économie. En contrepartie, ce rapport a mis en relief que les pays les plus forts, ceux qui ont eu cette capacité de relance, c'est l'Allemagne et l'Asie. Et l'Allemagne, elle a eu cette, on va dire, M. Achacha a parlé de la monnaie. Certes, il faut savoir que la monnaie de l'euro n'est que l'habillement de la Deutsche Mark et qu'elle a été taillée sur mesure par rapport à l'économie germanique. Et de ce fait-là, cette souveraineté monétaire a permis à l'Allemagne d'avoir une hégémonie économique, a été l'une des raisons d'avoir cet excédent commercial sur l'ensemble des pays européens. Et de ce fait-là, elle a eu cette capacité à maintenir son industrie avec sa compétitivité. Et lorsque la crise était venue, elle a eu ses armes de souveraineté industrielle et monétaire pour s'en sortir, tant sanitaire qu'économique. Donc c'est pour ça que ce thème-là est tout à fait intéressant, car l'exemple de l'Europe n'est qu'une réflexion, n'est qu'une traduction finalement de la victoire, on va dire, idéologique de la souveraineté. Maintenant, pour aller vers le cas de la Chine ou du Maroc, qu'est-ce que vous préférez, M. Landry? Qu'on parle du cas de la Chine ou du Maroc? On a beaucoup parlé international. Comme on entame la deuxième partie. Ok, par rapport au Maroc, effectivement, on a beaucoup parlé sur la radio Atlantique de la relocalisation, de ce principe de relocalisation qui a démarré depuis 2014 via une volonté capitaliste internationale. Finalement, c'est lié à deux facteurs, anxiogènes et endogènes à la société chinoise. Anxiogènes, puisque les capitalistes occidentaux veulent relocaliser une partie de leur industrie dans les pays qui avoisinent les marchés de consommateurs finaux pour un gain de temps et un gain de coût. Ça a créé l'émergence de la Pologne, de la Turquie, du Maroc aussi en partie, mais aussi c'est lié à un facteur endogène de la Chine à travers sa politique industrielle Made in China 2025, qui se veut que c'est une politique dite de souveraineté. Made in China 2025, c'est une politique de souveraineté. Dans l'acquisition de la souveraineté technologique, dans l'acquisition d'une souveraineté de la croissance économique, ils se veulent d'être de moins en moins dépendants de l'export et de booster leur croissance intérieure sur la base de la demande intérieure. Et la demande intérieure ne peut être réelle et effective qu'à travers un élargissement de la classe moyenne. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'investir dans l'innovation, dans la recherche et développement, et bien évidemment l'éducation comme centre pivot de ce changement de l'identité politique et économique qui aura une légitimité dans l'élévation des salaires pour ne pas tomber dans l'inflation, élevé en qualité industrielle qui va justifier l'élévation des salaires, émergent de la classe moyenne. Et maintenant, ils ont une classe moyenne de 500 millions de personnes avec un PIB par habitant de la classe moyenne de 15 000 $ par an, alors qu'en 1980, leur PIB par habitant était 5 fois inférieur à celui du Maroc. Donc, c'est une politique. Donc, c'est pour ça que le cas de la Chine est un cas d'école aussi en termes de souveraineté. Ils ont commencé en étant dans le compromis, dans l'acceptation des règles des capitalistes mondiaux, en ayant ouvert des zones privilégiées, des zones économiques spéciales, voilà, les zones économiques spéciales, où ils ont, avec une attractivité fiscale, effectivement une attractivité de la main-d'œuvre, et maintenant ils sont passés à une étape supérieure qui est la quête de la souveraineté. Pour le cas du Maroc, effectivement, je pense qu'il est nécessaire par rapport à ce plan d'accélération industrielle. Moi, je trouve qu'il y a vraiment
un danger et une attention particulière. C'est Ah, finalement dites-nous tout. dans ce plan d'accélération. Si vous me permettez, mon dernier petit mot, et je vais en finir. Non, Par rapport, à mais ce, par rapport à ce plan d'accélération industrielle, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas totalement dépendant à l'attractivité des IDE étrangers, c'est-à-dire à l'attractivité des industries étrangères. Et on a vu que Renault avait décidé de ne pas avoir une prolongation, un rallongement de son unité industrielle compte tenu des facteurs ou des changements macroéconomiques imposés par la Covid. Ce qui revient à dire qu'il y aurait une souveraineté industrielle, une volonté des États développés de relocaliser une partie de leur industrie. Et le Maroc ne doit pas baser sa relance industrielle que sur les IDE et aussi que sur l'avantage comparatif par les coûts, car il y a aussi l'aspect de la robotisation, de l'intelligence artificielle, et que le modèle économique chinois qui leur a permis de sortir de la pauvreté sur la base du coût n'est plus un modèle économique plausible, car la robotisation et l'intelligence artificielle sont beaucoup plus efficaces, engendrent beaucoup plus de productivité en termes de coûts que la main-d'œuvre. Et donc, la seule solution plausible, c'est la valorisation du tissu industriel local en investissant dans l'innovation et en ayant une souveraineté au niveau du marché intérieur. D'ailleurs, c'est un thème qu'on pourra parler plus tard. ouais. Rachid Achachi, alors justement, est-ce que la recette, entre guillemets, une partie, un des ingrédients de la recette pour récupérer une part de souveraineté ici au Maroc, c'est justement pouvoir eh bien, développer ce concept qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, celui de la marque Maroc, mais surtout de la recherche et développement. On rappelle que on est à 0,70% à peine, à 0,68%, si ma mémoire est bonne, d'investissement du PIB dans la recherche et développement. Et encore, c'est largement du public hein, qui en fait. Est-ce que là, c'est un des axes sur lesquels il va falloir prioriser sur le moyen long terme pour le Maroc pour absolument pouvoir avoir des points de bonus, des points de croissance en plus? Alors, je partirai de la dernière idée évoquée par Mohamed Mouchkroun en parlant de l'éducation, car effectivement, on ne peut pas parler de décollage économique ou de rattrapage technologique ou de souveraineté si au préalable, on n'a pas entamé une révolution éducative. Et on peut l'observer empiriquement sur la très longue durée par rapport à la trajectoire de différentes nations. Le préalable à tout décollage économique, ça a toujours été une remontée des strates éducatives, où effectivement le taux d'alphabétisation est le premier élément, la première strate, et puis deuxièmement vient le primaire, le secondaire, puis le supérieur. Et donc plus on remonte les strates éducatives, plus effectivement on peut produire une prise de conscience de soi en tant qu'identité collective, mais également au niveau économique, avoir des possibilités de productivité beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes. Alors quand on parle par exemple de la Chine… Du nouveau modèle de développement. Pardon? Ça tombe bien puisque l'éducation, c'est un des piliers du nouveau modèle de développement. Tout à fait, mais de quelle éducation on parle? Donc là, effectivement, on est d'accord au niveau de la forme, mais quand on entre au niveau du contenu, là, ça devient compliqué. Car quand on voit l'exemple de la Chine ou bien d'autres pays, même l'Allemagne qui est évoquée tout à l'heure, ou la Corée du Sud, alors on peut poser une première question. À quoi correspond ce désir de la Chine d'accéder à une autonomie stratégique, à une autonomie décisionnelle au niveau économique, par un marché intérieur, au niveau idéologique, par une contre-hégémonie par rapport à l'hégémonie occidentale et américaine, par rapport à la géopolitique en cherchant un sanctuaire. À quoi correspond tout cela? En réalité, ça correspond à un désir de défendre ce qu'ils sont profondément. Donc le chinois sait ce qu'est l'identité chinoise, il sait que c'est un projet civilisationnel plurimillénaire et il entend faire le maximum pour le faire perdurer dans le temps. Donc pour protéger cette identité profonde, il faut des carapaces. Donc il faut développer dans une démarche instrumentale un certain nombre de boucliers d'armes en vue de rendre possible un sanctuaire d'altérité et d'identité particulière qui peut être plurielle en interne. Effectivement, la Chine n'est pas un bloc monolithique homogène, mais globalement, il y a un dénominateur commun de toutes les composantes ethniques de la Chine. Il en va de même pour l'Allemagne, il en va de même pour le Japon. Et donc, si jamais on n'arrive pas à identifier ce moi collectif profond, effectivement, tout ce qu'on va développer comme démarche ne va correspondre qu'à des intérêts de réseau, des intérêts de classe, des intérêts de particuliers et pas un intérêt collectif. D'où le fait que j'ai parlé d'un projet civilisationnel avant de parler d'un projet économique. Alors la recherche et développement, effectivement, elle vient parachever la révolution éducative. C'est-à-dire on ne peut pas commencer par la fin. À un certain moment, il y a une logique élémentaire, c'est que vous ne pouvez pas le faire avec 40% d'analphabètes, la recherche et développement.
Ça va être le fait de niche de recherche, effectivement porté par le public, mais qui rentre beaucoup plus dans une logique de soutien aux centres de recherche et aux universités plutôt qu'une recherche fondamentale dont on pourrait déduire une science appliquée. Donc, on en est extrêmement loin. D'autant plus que quand on parle du privé, où la recherche et développement est quasiment inexistante, elle l'est pour différentes raisons. C'est que l'horizon temporel de la recherche et développement est celui de la très, très longue durée. Effectivement, quand on investit des milliards de dollars dans la R&D, on n'en attend pas un résultat immédiat et on n'a pas la garantie d'avoir un résultat tout court. Alors, effectivement, on peut investir des milliards et ne rien obtenir en termes de rupture ou bien d'être précédé par d'autres pays. Donc, c'est un horizon temporel de très longue durée qui traduit une vision stratégique et là encore une vision culturelle et civilisationnelle. Or, dans le cas du Maroc, on est englué dans le court-termisme où il y a une volonté de dégager des dividendes à tout prix, de compresser la masse salariale et on continue de voir les salariés comme étant des coûts purs plutôt que de les voir comme étant une demande solvable potentielle et comme étant une profondeur de ce qui pourrait devenir un marché intérieur. Et pareil pour la recherche et développement. Normalement, au Maroc, effectivement, elle ne peut pas être portée par des PME, mais elle peut largement être portée par des grands groupes qui doivent entamer une révolution mentale et sortir de cette logique de boutiquiers, de petits commerçants, même à grande échelle, et d'entrer dans une logique de locomotive et de bras armés de l'État marocain à l'international. Quand on voit les États-Unis avec IBM et avec… Oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'on a plusieurs tableaux sur lesquels jouer, plusieurs temporalités sur le court, le moyen et le long terme. Sur le long terme, c'est le moyen terme et le court terme, c'est la recherche et développement tout de suite poussé par des grands groupes industriels, enfin des grandes entreprises tout d'abord, et ensuite une valorisation d'un tissu entrepreneurial qui a souvent été mis à l'écart. Tout à fait, tu as parfaitement raison de les articuler de cette manière-là, car effectivement, il faut faire avec ce qu'on a. Donc effectivement, une révolution éducative, il faut attendre 2 générations pour en voir réellement les fruits. On ne peut pas se permettre ce gâchis temporel, mais en attendant, effectivement, c'est au niveau des grands groupes qui peuvent devenir des locomotives et des bras armés. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, les États-Unis, on voit très bien que historiquement, que des entreprises comme IBM, comme Ford et d'autres ont été des relais de l'hégémonie américaine. Et qu'au niveau des grandes décisions de ces grands groupes industriels, l'État américain a son mot à dire. Et qu'effectivement, il les utilise comme étant un instrument de déploiement à l'international. Dans le cas de l'Allemagne, c'est pareil. Dans le cas de la Chine, il y a des banques nationales chinoises qui sont dans le backup et qui soutiennent derrière une projection économique de la Chine en Afrique et un peu partout. Donc, il y a toujours l'État en tant que stratège et en tant qu'ordonnateur derrière qui mobilise et qui enrôle toutes les forces vitales de la nation dans l'économie en vue d'atteindre des objectifs stratégiques. Mais là encore, il faut être capable de formuler des intérêts stratégiques du Maroc. Et donc là, quand je reviens à l'exemple que j'ai donné de la Chine et en rapport avec l'éducation, c'est que la Chine est une culture qui a conscience d'elle-même. Et pour défendre cette conscience d'elle-même, elle a très bien compris que l'éducation est un secteur stratégique qui ne doit pas être plié à une logique libérale, individualiste, économique. Et que c'est un instrument de reproduction d'une identité, d'une conscience de soi. Ce que beaucoup de nations ont compris. Donc, quand on dit au Maroc qu'il faut une révolution éducative et que c'est l'un des objectifs du développement, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'éducation? Parce que le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que quand on bâtit une stratégie industrielle sur les capitaux étrangers, les capitaux étrangers viennent au Maroc pourquoi? Ils viennent au Maroc, premièrement, parce qu'il y a des avantages fiscaux. Deuxièmement, parce que la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Donc, ça permet d'extorquer de la plus-value, c'est-à-dire d'exploiter la misère locale. Et donc, le capital étranger au Maroc n'a pas intérêt à ce que les salaires augmentent. Et donc, l'État marocain n'a pas intérêt à ce que les salaires augmentent. Car si les salaires augmentent, les capitaux partent. Et donc, ça conditionne un entretien de la misère au Maroc. Et puis, troisièmement, d'ailleurs, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et ils viennent parce que le Maroc leur offre une main-d'œuvre qualifiée, adéquate à leurs desiderata et à leurs besoins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'éducation marocaine, au niveau des universités, on va ouvrir des filières éducatives qui en réalité répondent à un besoin industriel du capital étranger. Et donc, on va ouvrir des masters en offshoring, on va ouvrir des masters en ceci, au niveau de l'ingénierie. Mais la logique capitalistique est une logique mouvante. C'est-à-dire, au bout de 4, 5, 10 ans, il y aura des ruptures technologiques et des redéploiements qui feront que beaucoup de Marocains vont se retrouver avec des diplômes jetables et vont devoir travailler dans des centres d'appel avec un master ou bien dans des grandes surfaces en tant que caissier ou caissière. Et donc, en réalité, ce qui doit être fait, c'est inverser la logique. C'est-à-dire de faire des choix souverains en termes éducatifs. C'est-à-dire, le Maroc peut formuler un objectif stratégique. Le Maroc veut, d'ici 20 ans, produire une voiture 100% marocaine.
de A à Z, c'est-à-dire du pneu jusqu'au moteur et la conception du moteur. De quoi a-t-on besoin concrètement pour la faire? On fait une cartographie des besoins en termes de capital humain. On a besoin de tel type d'ingénieurs, de tel type de techniciens spécialisés, de tel type de chercheurs. On regarde ce qu'on a déjà. Ce qu'on n'a pas, eh ben, on va créer des filières pour pouvoir les produire pour cet objectif stratégique marocain souverain. Eh bien, si on n'a pas qui les former, on fera venir des profs de l'étranger, des retraités qu'on payera 4 fois plus cher qu'ils sont payés à l'étranger pour venir former les ingénieurs marocains. Deuxièmement, on fait une cartographie des technologies. De quel type de technologie on aura besoin? De quel type de brevet? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qui peut nous les vendre? Est-ce que la Russie peut nous vendre? Est-ce que l'Inde? Est-ce que la Chine? Parce que l'Europe, effectivement, est dans une logique de monopole technologique et ne va pas nous transférer des technologies. Et donc, on établit des cartographies globales qui correspondent à un objectif stratégique et qui permettent d'enrôler, en réalité, de définir toutes les grandes stratégies dans la stratégie éducative, dont la finalité sera de répondre à un besoin souverain défini par le Maroc et par l'État marocain, et pas par le capital étranger, qui effectivement peut partir à n'importe quel moment dès qu'il trouvera une niche fiscale plus intéressante ou une main-d'œuvre plus qualifiée et moins chère ailleurs. Sinon, on livre la main-d'œuvre marocaine à une concurrence contre l'Éthiopie, contre la Tunisie, contre le Bangladesh, contre l'Inde, qui va conditionner le pouvoir d'achat et le salaire réel des Marocains, qui va être freiné naturellement en raison de cette concurrence mondialisée, mais également ça va conditionner notre politique fiscale, puisqu'on devra demeurer dans une logique d'avantages fiscaux octroyés aux capitaux étrangers. Donc les capitaux étrangers, oui, mais à condition que ça permette l'émergence d'un capital et d'une maîtrise technologique marocaine. On va donner la parole à Rachid Achachi et à Mohamed Chekroun pour avoir sa lecture sur les différents leviers que vous nous proposez. Peut-être d'abord sur l'éducation. Finalement, ce que nous propose Rachid Achachi, Mohamed Chekroun, c'est un, je vais exagérer le trait, hein, mais c'est un séisme éducatif. Faudra voir ce que nous pondra ce comité, cette commission sur le nouveau modèle de développement. Et moi, il y a un point à chaque fois qui me surprend quand on regarde le classement des budgets qui sont alloués à l'innovation en Afrique, hein, à l'innovation numérique, digitale. Le Maroc est très très loin, hein, 7 millions de dollars investis l'an dernier, en 2019. On est derrière le Sénégal qui fait plus de 2 fois ce montant. On est très loin d'autres pays africains qui pourtant sur le plan industriel sont bien loin derrière nous. Est-ce qu'il ne faut pas créer un véritable bouleversement éducatif dans la forme et dans le fond pour casser des paradigmes? Est-ce qu'on ne doit pas penser l'éducation de manière totalement différente, reconstruire une éducation qui allie finalement la technologie, c'est-à-dire son téléphone portable, son PC, à celui de la formation à l'école? Est-ce que ça ne peut pas être un des leviers pour changer de paradigme, tout simplement? Alors, pour ce qui est de l'éducation, il est vraiment nécessaire pour le cas du Maroc. Comme l'a dit M. Achaïchi, nous avons vraiment un problème civilisationnel. Et la civilisation, un de ses piliers, c'est l'éducation. Il est important d'inculquer depuis le bas âge la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire la culture de l'audace, la culture du courage, la culture de la prise d'initiative. Évidemment, cela vont nous permettre d'avoir finalement une société civile et un capital humain plus apte à la productivité, car malheureusement, lorsqu'on parle beaucoup à la jeunesse marocaine, leur rêve, c'est toujours la sécurité, l'assurance, finalement de travailler dans le secteur public pour se sécuriser, alors que les pays émergents qui ont connu un développement extrêmement fort ont un facteur humain qui aime la prise d'initiative. Mais cette prise d'initiative ou ce courage ou cette culture de l'entrepreneuriat ne peut être effectif, ne peut être réel sans un État providentiel. Un État providentiel qui est là pour investir, qui est là pour soutenir et qui est là pour donner les moyens et l'arsenal. Et là, je donnais un de ces arsenals intéressants, c'est finalement l'aspect financier et l'aspect de l'investissement. Banque al-Maghreb a depuis de très longues années appliqué une politique de l'orthodoxie bancaire, avec une politique extrêmement prudentielle dans la quête et simplement de conserver les indicateurs macroéconomiques et de solvabilité, et cela au détriment d'une relance économique forte. Alors que lorsqu'on prend le cas de la Chine, qui a une dette de 300%, les 2/3 de son endettement est lié aux entreprises, ce qui prouve que l'État central, que la banque centrale chinoise
a depuis de longues années financé même les entreprises les plus défaillantes, même celles qui sont au bord de la faillite, et qui les financent jusqu'au point où elles pourront retrouver leur chemin de la croissance. Et dès lors qu'elles retrouvent le chemin de la croissance, et c'est là où il y a la répartition des gains, une inspection fiscale extrêmement forte pour qu'il y ait finalement une répartition des gains. Donc, il faut reconfigurer la relation entre l'investisseur et le porteur de projet. Il faut qu'il puisse créer un bloc commun de soutien et d'accompagnement. Et l'accompagnement, il doit être financier, mais aussi il doit être fait sur la base des compétences. Et les compétences doivent être instruites à l'école. Et là, c'est là dont j'ai parlé de la nécessité d'inculquer la culture de l'entrepreneuriat et de changer le mécanisme ou l'imaginaire du jeune Marocain à sa soif plus d'entreprendre que la sécurisation salariale ou dans le secteur public. Ouais, c'est pour ça que sur la forme, Mohamed Bencheikhoun, tout à l'heure, c'est vrai que ça pourrait paraître un peu entre guillemets ridicule ce que je disais, mais sur la forme, l'idée de vouloir changer la manière d'apprendre, la manière finalement de faire de l'école, ça peut être de faire l'école, ça peut être aussi une forme d'autonomisation, une forme de risque également que l'on prend. Fini l'école par cœur, place à l'autonomie, au savoir-être, qui peut être accompagné, soutenu par des professeurs, alors là, qui seraient peut-être mieux formés, mais qui seraient présents pour l'humain. Et dans ce cas-là, on commence à assister à un développement peut-être d'une autonomie et d'une envie, d'une initiative entrepreneuriale qui peut être intéressante ensuite. Ce que vous venez de dire ou d'analyser n'est qu'une des grandes causes finalement d'un retard que le Maroc a connu. C'est que le Maroc a beau établir des stratégies établies par des grands cabinets étrangers, mais son gros problème, c'est dans sa déclinaison, c'est dans son aspect opérationnel. Et qui opérationnalise les stratégies? C'est la société civile, ce sont les communes, ce sont le peuple. Et lorsque l'école publique n'est pas armée, lorsque l'école publique n'est pas une priorité pour l'État, les déclinaisons des stratégies ne seront jamais optimisées, et que les investissements et que les plans stratégiques ne vont jamais créer des résultats intéressants. Si j'ai une comparaison à faire avec le cas chinois, la Chine a mis en place une stratégie extrêmement intéressante qu'il faudrait analyser aussi. C'est sa stratégie d'attirer finalement la diaspora chinoise sur le sol chinois à travers leur plan de 1000 Global Talent. 1000 Global Talent. Et ce plan-là a été d'attirer les cerveaux chinois qui ont étudié dans les universités internationales en leur proposant des conditions de travail beaucoup plus attractives que celles qui sont qui sont proposées par les pays étrangers, dans un but de rassembler les ressources et les compétences du pays dans le projet de la Renaissance. Et ça c'est une des politiques et c'est une des mesures de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que le pays doit profiter d'abord, la compétence locale doit profiter d'abord au pays-là. Et si je fais un comparatif avec le Maroc, nous avons vraiment failli dans notre capacité à attirer le cerveau, et que la fuite des cerveaux est un gain en croissance, et est une perte en croissance, est un coût en productivité. Et s'il y a une des choses à laquelle on doit vraiment penser sérieusement, c'est comment être dans cette capacité à attirer la diaspora marocaine, l'élite marocaine qui trouve son épanouissement plus à l'extérieur qu'au Maroc. On avait un véritable élan dès l'arrivée au trône du roi Mohamed VI pendant les premières années, et puis c'est vrai que cet élan-là s'est un peu effrité. Il faudra le retrouver. Et effectivement, donc ça c'est un des fléaux qui nous donne une idée de la culture et du climat d'affaires et finalement de la valorisation de la compétence. Et ça revient aussi à la question de l'éducation et de la civilisation. Sommes-nous une civilisation qui booste le potentiel et la qualification, ou sommes-nous dans un engrenage de défaitisme et de négativité? Et cela ne peut être résolu qu'à travers des mesures extrêmement draconiennes dans le façonnement de l'éducation et dans les valeurs transmises par l'enseignant
vis-à-vis de leurs étudiants. Ça, c'est de un. Et aussi de deux, par rapport à la souveraineté culturelle, il est intéressant d'aborder un point aussi très important. C'est-à-dire, dans le cas de la Chine, il y a vraiment un des grands facteurs clés de succès qui ont permis aux pays asiatiques, à la Chine précisément, de s'en sortir et d'avoir eu cette capacité à résister à la crise pandémique, c'est dans les valeurs ancestrales du pays. La Chine n'a pas nié ou n'a pas négligé son identité et l'identité de leurs ancêtres et de leurs maîtres penseurs. Surtout avec l'arrivée de Xi Jinping, il y a un retour de l'histoire ancestrale, des messages ancestraux de la Chine ancienne et le retour du confucianisme et du taoïsme. Et donc, ces valeurs et le confucianisme, finalement, ils enseignent le respect de la hiérarchie, le respect de l'enseignant, la sacralisation de la famille, le fait de se vouer pour la nation, le respect du leader du pays et aussi le sacrifice ou bien les valeurs du groupe. Et ces valeurs-là transmises, et ces valeurs-là ont été une des grandes clés qui ont permis à ce peuple, à sa société civile de mieux résister et de mieux accepter le confinement que, par exemple, à l'instar de l'Europe. Et ça donne une révélation au Maroc à ce que sa modernité, son ouverture de le monde ne doit pas être une coupure avec son histoire ancestrale. Et que l'un des grands vainqueurs de cette crise pandémique, il y a la souveraineté, il y a le retour de l'industrialisation, mais il y a aussi la victoire des valeurs traditionnelles et des valeurs conservatrices, les valeurs du groupe, le respect de la hiérarchie, le respect de l'enseignant, qui sont vraiment ancrés dans notre histoire arabo-musulmane et dans notre histoire andalouse, et qui doit être renforcée et rééduquée et mise sur le devant de la scène dans Rachid Achachi, il y a un commentaire de Adil qui nous dit la culture. Alors j'ai perdu voilà, j'ai retrouvé son commentaire. Je pense que au Maroc, la classe dirigeante n'a pas la moindre idée sur quel citoyen on veut pour le 21e siècle. Il faudrait lire le passé pour pouvoir en tirer les leçons de l'avenir. Est-ce que là, finalement, ça peut être une des clés, notre histoire, et penser l'avenir du Maroc à travers finalement son ADN, son identité? Alors, les différents éléments. Le premier, c'est que il y a une idée dominante selon laquelle l'esprit d'entrepreneuriat, l'initiative, la prise de risque doit être porté par l'individu. Et donc, il faut réformer l'école, etc., de telle manière à former des individus autonomes avec un esprit critique, capable d'avoir une distance vis-à-vis du collectif et de prendre un risque. Je rappelle que c'est une lecture très ethnocentrée qui s'inscrit dans un paradigme libéral, celui de l'émergence de l'individu en tant que sujet autonome, doué de la raison et de la liberté. Or, quand on voit les différentes trajectoires de développement économique et même d'émergence civilisationnelle, elles ont rarement été portées par cette figure du sujet individuel, qui est principalement libérale et occidentale. Mais elle peut tout aussi bien être portée par le sujet collectif. Car je rappelle que dans un certain nombre de cultures, dont d'ailleurs la culture chinoise, l'individu au sens d'une entité intégralement autonome et auto-instituée n'existe pas. Il y a le collectif qui prime. Il y a des personnes, il n'y a pas des individus, mais il y a des personnes. Et des personnes qui se définissent par rapport à un groupe, par rapport à un collectif ou à plusieurs collectifs auxquels ils adhèrent. Alors dans le cas du Maroc, on est dans le même cas de figure. On ne peut pas changer de peuple, on ne peut pas décréter un remplacement de peuple. Donc on ne peut pas faire venir des Finlandais et évacuer les Marocains. Donc il faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avant de parler de ce qu'on a. Et dans notre identité profonde, le sujet individuel n'existe pas. Il y a un sujet collectif qu'il faut penser, qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter. De même, et pour revenir à l'histoire, je défie quiconque de me trouver un seul peuple d'envergure, je ne parle pas des micro-États, mais d'un seul peuple d'envergure qui se soit développé dans un cadre démocratique et libéral. Il n'y en a aucun. Même dans le monde occidental, les phases d'émergence et de développement se sont faites dans un contexte impérial, dans celui de l'Empire britannique, où effectivement il y a une verticalité du pouvoir, il y a une society, une noblesse qui effectivement dirige. Dans le cas allemand, ça a été fait de manière quasiment militaire par le chancelier Otto von Bismarck, qui a réunifié les différents États allemands, qui a entamé une révolution éducative en Allemagne pour rattraper le retard par rapport au Royaume-Uni. Dans le cas de la France, ça commence avec Colbert dans un cadre monarchiste. Et puis la Révolution française, durant la première phase, on ne peut pas dire qu'elle était très démocratique. Il y avait le tribunal de la terreur, il y avait l'élan révolutionnaire, il y a eu Napoléon. Donc il n'y en a aucun.
Et même dans le cas de l'Asie, je veux dire, la Chine, c'est autoritaire, il y a une verticalité du pouvoir et le collectif qui prime sur l'individu. Dans le cas du Japon, l'ère Meiji, vers la deuxième moitié du 19e siècle, ça a été l'empereur et l'armée qui ont entamé cette mode. Donc, il n'y a pas un seul. Et donc, aujourd'hui, on nous demande, nous, de nous développer dans un paradigme libéral là où aucun pays ne l'a fait. Ça ne veut pas dire que le libéralisme ne peut pas venir parachever une dynamique de développement. La Corée du Sud est aujourd'hui libérale, mais ce n'est pas développé dans un cadre libéral, c'est développé dans un cadre autoritaire. Mais par la suite, l'ouverture du système politique et du système économique peut valoriser ce qui a été fait avant. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une forme de verticalité du pouvoir et d'une forme d'autoritarisme, mais pas n'importe quel autoritarisme. Il s'agit d'un autoritarisme éclairé, c'est-à-dire au service du collectif, et pas contre le collectif au service de l'intérêt de plusieurs minorités. Alors, dans le cas du Maroc, notre problème, pourquoi on n'arrive pas à aller ni dans un sens ni dans l'autre? Parce qu'on est dans un schéma d'hybridité au niveau de l'identité politique entre un État moderne qui existe au niveau de la Constitution, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau de la Banque centrale, en effectivement un État pleinement moderne, démocratique, qui a l'instance des droits de l'homme, mais qui vit dans un schéma de dédoublement avec un État pré-moderne qu'on appelle Mkhzen. Et le mot Mkhzen, je rappelle, n'est écrit nulle part. Il n'y a aucun texte de loi où le mot Mkhzen est écrit, mais pourtant il existe en tant qu'imaginaire collectif, mais en tant que pluralité d'allégeance et de rapports de force qui cohabitent avec un État formel. Or, le problème, c'est que l'État formel est un État formel dont la marge de manœuvre est périphérique et marginale, mais où l'essentiel du pouvoir est diffus au sein de quelque chose qui, en apparence, n'existe pas, mais qui, en réalité, se cache derrière l'État formel et qu'on appelle le Mkhzen. Et le Mkhzen n'est pas un bloc monolithique, parce qu'il y a des gens qui caricaturent et qui cherchent à faire un parallèle entre le Mkhzen et ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State, aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Mkhzen, c'est un imaginaire collectif, c'est-à-dire que chaque Marocain contribue et fait partie du Mkhzen avec des intensités différentes, avec des degrés différents, mais c'est un imaginaire politique très moderne qui utilise le masque de la modernité politique de l'État moderne pour mieux retarder le changement et pour persévérer dans son être. Et donc là, la question se pose. Si on veut réellement entamer une rupture de dynamique et de développement, il faudra trancher. Soit on choisit l'État moderne, l'État libéral, etc. Moi, je suis contre, parce que c'est antinomique avec notre identité profonde et c'est une greffe qui ne va pas prendre, qui va être rejetée par le corps collectif. Soit on tranche pour le Mkhzen, mais à condition de le moderniser au niveau instrumental, comme l'a fait la Chine. Je rappelle que la Chine aujourd'hui est officiellement communiste, mais le logiciel et l'imaginaire politique est un imaginaire impérial. C'est toujours l'empire du milieu. C'est toujours alors l'empereur, aujourd'hui c'est Xi Jinping, qui est le lien entre le ciel et la terre avec une forme de verticalité. Pareil pour le Japon, pareil pour un certain nombre de pays. Donc le Mkhzen, qui aujourd'hui vit caché dans son archaïsme derrière l'État moderne, doit être sorti de son occultation et de ce côté caché pour le révéler au grand jour, mais à condition de le moderniser. D'où le fait que je termine. D'où le fait que j'ai toujours invité à une monarchie effective, à une monarchie exécutive au Maroc. On ne peut pas faire l'économie d'une monarchie exécutive. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que c'est déjà le cas. Seulement formellement, ce n'est pas le cas, mais réellement, c'est le cas. Et en plus, si on le formalise au niveau constitutionnel et au niveau institutionnel, on aura une monarchie exécutive efficace dans la prise de décision. D'ailleurs, qu'on a vu par rapport au Covid, c'est principalement des décisions royales qui ont été efficaces. C'est pas le Hachmani, c'est pas machin truc. Et l'avantage encore, c'est que cette monarchie exécutive devra être responsable devant le peuple. Mais par contre, là, dans le schéma actuel, le Mkhzen a tous les avantages, mais il n'a aucune responsabilité, car officiellement, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on comprend bien effectivement que vous souhaitez une monarchie exécutive parce que c'est l'ADN, le cœur du Maroc. Contrebalancé avec quoi? Avec un parlement finalement ou avec une sorte pas du tout. Avec une sorte de gouvernance, alors pas de gouvernement, mais une sorte de gouvernance locale où le peuple aurait le pouvoir sur la gestion des choses locales? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, tout pouvoir a besoin de garde-fous, effectivement. Et donc, il faut penser à se doter des moyens pour donner lieu à une dialectique entre un pôle de souveraineté qui serait une monarchie exécutive et un autre pôle qui entrerait dans un schéma de contradiction constructive et de contre-pouvoir permanent en vue de donner une dynamique vertueuse. Alors effectivement, ça peut être ou bien un schéma de subsidiarité avec une démocratie directe au niveau régional
pour les affaires qui concernent le quotidien des Marocains, et on évacue la dimension sécuritaire et la gestion sécuritaire des affaires du quotidien, mais en déléguant les affaires stratégiques de très longue durée à la monarchie exécutive, mais avec un contrôle citoyen de l'autre côté. Je propose même l'idée d'une souveraineté bipolaire, c'est-à-dire le peuple par la démocratie directe et la monarchie exécutive, et avec un droit de veto mutuel. C'est-à-dire que le roi peut utiliser son droit de veto et que le peuple peut utiliser son droit de veto. Et avec une logique de dialogue en évacuant les partis politiques, qui sont une greffe idéologique qui ne correspond pas à la réalité marocaine. Ou bien, effectivement, avoir un vrai parlement, c'est-à-dire un parlement capable de dire non, un parlement capable de porter la contradiction avec le pouvoir monarchique dans l'intérêt du pouvoir monarchique et dans l'intérêt du peuple. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi a invité dans plusieurs discours les gens à proposer des idées, quitte à provoquer un séisme politique. Ça a été dit dans ces termes-là. Ça veut dire quoi, quitte à provoquer un séisme politique? C'est-à-dire des idées dans la radicalité iraient jusqu'à remettre en question et en cause les fondamentaux, ce qu'on considère comme étant les fondamentaux de l'État marocain actuel. Et donc, on a un roi qui invite à l'audace, et de l'autre côté, on a une forme de conservatisme périphérique et d'autocensure portée par tout un chacun qui empêche ces dialectiques-là. Et donc, à un certain moment, si on ne tranche pas par rapport à la définition de ce que devrait être l'État marocain en cela qu'il serait adéquat à notre identité la plus profonde, eh bien, on demeurera avec un pouvoir diffus, avec pas d'interlocuteur concret, avec des boucs émissaires, avec un chef du gouvernement formel, effectivement, avec un parlement à qui on reprochera des choses alors qu'il n'a aucun des leviers capable de changer réellement les choses, et avec une monarchie qui se met formellement en retrait. Et donc, il n'y a pas d'interlocuteur. Et c'est extrêmement dangereux car ça crée un schéma de frustration généralisée. Les gens ne savent pas vers où orienter leur colère, alors que c'est plutôt pas la colère qu'il s'agit de canaliser, mais le vitalisme du peuple marocain qu'il s'agit de canaliser. Et donc, on a besoin d'une verticalité du pouvoir, mais avec des garde-fous, effectivement. Mohamed Benchekroun, quel est votre regard par rapport à ça? Je rappelle juste que dès lors que la commission, ce nouveau modèle de développement a été constitué, la première tribune d'un des membres de la commission a été faite dans le quotidien L'Économiste. Et c'était une tribune qui portait justement sur, a-t-on besoin de démocratie? Est-ce que démocratie est égale développement économique? Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Rachid Achachi. Quelle est votre lecture à vous? Vous savez, si on prend le cas de l'Afrique, on prend souvent le cas du Rwanda. Le Rwanda est un pays qui s'est beaucoup inspiré d'un autre cas d'école qui est Singapour. Et Singapour, effectivement, son développement a été émis par un homme qui a concentré la majorité de ses pouvoirs autour de lui, qui est Lee Kuan Yew, d'ailleurs qui fait partie de la bourgeoisie chinoise, qui a immigré dans cette île-là pour fuir la guerre de l'opium. Et donc, cet homme-là a géré ce pays durant 30 ans avec, comme a dit M. Achachi, un autoritarisme éclairé, a mis en place des stratégies de développement basées sur la valorisation de l'humain, l'éducation. Il a uni l'ensemble des peuples, parce que c'est un pays qui est composé des Malais, les Chinois et les Indiens, et qui a instauré la langue anglaise comme langue qui va unifier son peuple, sachant que Lee Kuan Yew est un Chinois et qui aurait pu privilégier son ethnie au détriment des autres. Et donc, par sa sagesse-là, il a mis en place, donc il a priorisé l'éducation, il a instauré un climat d'affaires propice au développement, et ce n'est qu'en ayant investi dans l'éducation, et aussi dans le maintien de l'ordre et de la paix, que ce pays s'est ouvert dans le monde, a signé des accords de libre-échange et qui était armé à se confronter à la compétitivité internationale. Il faut aussi rappeler, Singapour est un pays qui est extrêmement bien digitalisé dans le secteur administratif. On peut créer une société juste en 48 heures, alors qu'au Maroc, pour créer une société, il faut au minimum 1 mois. Donc, effectivement, cet autoritarisme éclairé n'est pas une exclusivité chinoise, comme la bien-pensance médiatique veut nous imposer à travers la diabolisation chinoise, et que seul un autoritarisme visionnaire, en valorisant le facteur humain, pourrait nous conduire vers le développement. Pour ce qui est du Maroc, est-ce que la démocratie serait la solution? Lorsqu'on voit la situation des partis politiques, lorsqu'on voit la situation du niveau intellectuel, du niveau de la compétence de nos élus, est-ce que la démocratie serait la meilleure réponse conjoncturelle à une situation d'urgence pour des résultats très courts?
je ne suis pas de cet avis. La démocratie pourrait être une réponse structurelle sur le long terme, mais avant cette étape-là, il faut toujours maintenir une forme de technocratie dans l'élite, une stratégie concentrée et aussi une opérationnalisation des stratégies. Et s'il y a une grande différence entre la Chine, Singapour et le Maroc, c'est finalement le sentiment d'impunité des décideurs politiques. Xi Jinping, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a emprisonné, je crois, plus de millions d'hommes politiques à travers un travail de surveillance, une algorithmique, à travers une surveillance extrêmement forte, algorithmée, dans le contrôle, finalement, dans la gestion étatique. Donc, il a intégré le management de la performance dans le secteur privé, dans le secteur public, pardon, avec une pression de la performance et aussi le fait de la reddition des comptes et aussi la question comme je l'ai dit, de la performance et de la pression. Et donc, au Maroc, nous devons effectivement, il faut que nos décideurs sentent plus la pression sociale, la pression, doivent avoir cette responsabilité de leur pouvoir, être plus dans ce patriotisme, aller dans une éthique, dans une performance. Et cela ne peut se faire qu'en attirant l'élite marocaine, la compétence marocaine dans le secteur public. Et c'est là où je suggère une élévation des salaires de nos responsables publics afin d'attirer plus nos compétences pour qu'ils puissent avoir un transfert de compétences et de savoir-faire du privé au public. Donc, il faut effectivement plus d'autoritarisme, plus de contrôle, plus de surveillance et plus aussi de méthodes punitives, effectivement, plus de méthodes punitives de la part de tous ceux qui ont de la redevabilité, en tout cas. De la reddition des comptes, purement. Une responsabilité dans la gestion publique. Et je l'ai vraiment perçu en Chine et à Singapour. Ça ne rigole pas là-bas. C'est quelque chose d'extrêmement surveillé, encore une fois, avec un système de contrôle algorithmé, digitalisé. Et je pense qu'on doit faire un bond considérable sur ce champ-là à travers des méthodes, encore une fois, punitives et d'intimidation. Je trouve que c'est une grande urgence. Ouais. Oui. Savoir écouter notre histoire, savoir écouter notre ADN pour se réapproprier notre souveraineté, ce sera donc une des grandes leçons qu'on aura à retenir de ce webinaire du Club des dirigeants. Merci beaucoup, Rachid Achachi, merci beaucoup, Mohamed Benchekroun. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau webinaire du Club des dirigeants et à très bientôt pour un prochain webinaire. Excellent soir. Benoît, si vous le permettez, j'ai encore une question. Si vous permettez. Voilà. Donc, alors j'ai une question de Facebook qui va dans le sens de ce dont parlait Mohamed Benchekroun il y a un instant, qui dit que les jeunes au Maroc ne veulent plus de fonctionnariat. Et ils veulent entreprendre. Le problème vient du fait que le mécanisme pour ce faire ne suive pas. Alors justement, quelle serait selon vous la meilleure manière d'instaurer une souveraineté entrepreneuriale, industrielle au Maroc et la faire pérenniser? Ouais. Alors, c'est vrai, il y a un sondage qui est tombé il y a quelques années de cela, je crois qu'il y a 3 ans ou 4 ans, qui montrait clairement qu'encore aujourd'hui, les jeunes rêvent d'être fonctionnaires. C'est une majorité assez claire et nette. Mais effectivement, on a besoin de prise de risque, d'initiative. Donc, il faut inculquer cette notion d'entrepreneuriat, sans doute. Mohamed Benchekroun, ensuite Rachid Achachi pour terminer. Mon discours n'est pas d'inculquer ou de responsabiliser la jeunesse, de ne pas être dans une volonté d'audace. Le peuple n'est que le produit d'une vision politique. Ce qu'il faudrait, c'est bien évidemment la réussite de cette souveraineté économique n'est que l'intégration, n'est que la prise de responsabilisation de toutes les parties prenantes, y compris de l'État. C'est-à-dire, il faut que dans l'éducation, qu'on inculque d'abord les valeurs, la culture entrepreneuriale. Qu'est-ce que la culture entrepreneuriale? Qu'est-ce que la prise de courage, la prise d'initiative, la culture de la productivité? Ça, c'est de un. De deux, il faut une assise, il faut une méritocratie, une justice dans l'accès au marché public. Il faut plus de transparence. Il faut une digitalisation, une dématérialisation de tout l'appareil administratif afin que l'administration puisse soutenir, puisse être un renfort et non une barrière dans la prise d'initiative. Donc, plus de justice, plus de méritocratie,
Et aussi, très très important, le rôle pionnier des banques et de banques au Maghreb. Il faut qu'ils sortent de leur orthodoxie, il faut qu'ils baissent le taux directeur, il faut qu'ils soient dans un soutien financier avec moins de garanties possibles et aussi, surtout, que le financier ne suffise pas. Il faut aussi jouer le rôle d'accompagnateur en termes de marketing, en termes d'orientation du business plan. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus euh, de d'institutions qui met en connexion les grands écosystèmes des grandes institutions avec les porteurs de projets afin d'intégrer les jeunes entrepreneurs dans les grands écosystèmes industriels incontestablement. Donc, c'est un travail structurel, c'est la responsabilité de tous. Et s'il y a un mot qui pourrait, pour symboliser cette volonté de changement, c'est méritocratie dans l'accès à l'offre publique et aussi donner envie aux gens à entreprendre à travers un accompagnement public réel et non pas que sur la forme. Rachid Assassin. Alors, par rapport au désir d'intégrer la fonction publique, déjà, au niveau de quelle strate on le retrouve de manière prédominante? On le retrouve au niveau de la classe moyenne et au niveau des couches les plus défavorisées. Et beaucoup moins au niveau de la bourgeoisie et de la très grande bourgeoisie. Là où effectivement on est soit parachuté en tant que fonctionnaire, souvent on va dans des multinationales ou reprendre l'affaire de papa. Mais en réalité, la question qu'il faut poser, c'est à quoi correspond le désir d'intégrer la fonction publique? Parce que la fonction publique n'est qu'un moyen, ce n'est que la façade, que l'instrument. En réalité, il correspond à un désir d'intégrer un collectif, avec tout le sentiment de sécurité qui va avec toute la visibilité que cette sécurité permet, avec toute la solidarité par le syndicalisme et par la fonction publique que cette fonction publique permet. Donc en réalité, le Marocain ne veut pas intégrer la fonction publique, mais il veut intégrer un collectif qui puisse lui assurer une sécurité, une dignité et une capacité de se projeter dans l'avenir. En ne vivant pas dans la peur permanente de l'épée de Damoclès du chômage et d'être licencié et d'être viré. Donc on revient à la dimension du désir collectif. Alors maintenant, que va-t-on faire de cette fonction publique? Effectivement, va-t-on en faire une forme de refuge de la misère ou des situations de rente, ou va-t-on effectivement en faire un instrument effectif capable de mobiliser ce désir de collectif en vue de produire une énergie de développement, une énergie d'enrôlement vers l'avenir? Donc là, c'est une question fondamentale. Et puis, par rapport à la question de la peur et de la démarche punitive qu'évoque Mahmoud Meshkoun et que je rejoins parfaitement, elle est fondée anthropologiquement. Parce qu'au Maroc, notre rapport à la loi, je le qualifie personnellement de rapport païen à la loi. C'est-à-dire que l'on ne respecte la loi que dans la mesure où elle est incarnée dans la chair du policier. C'est-à-dire que quand il y a un feu rouge, si le policier n'est pas là, c'est Dieu qui n'est pas là, c'est tout est permis, en réalité. Et quand le policier est là, tout le monde ralentit, tout le monde s'arrête, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une trajectoire anthropologique propre au monde occidental qui part du fait de la modernité, a permis l'émergence de ce que Kant a qualifié d'impératif catégorique, c'est-à-dire une capacité d'intérioriser l'autre hypothétique, qui peut-être n'existe pas, de l'intérioriser, de prendre en compte à travers un surmoi collectif. Et donc, l'Allemand qui s'arrête à minuit devant un feu rouge alors qu'il n'y a personne, il respecte la présence hypothétique de l'autre. Donc, on est dans une logique d'abstraction qui entend remplacer la logique religieuse du contrôle divin dans le contexte moderne occidental. Alors, au Maroc, on a eu une greffe de la modernité qui n'est que formelle au Maroc. Personne n'est réellement moderne au Maroc du point de vue du paradigme et du logiciel. Mais notre rapport intérieur et profond à la question de la loi demeure un rapport de ce qu'on appelle raqaba, c'est-à-dire le contrôle, c'est-à-dire l'incarnation physique du pouvoir. Il faut voir perpétuellement le pouvoir. Donc, quand on parle de l'entrepreneur qui veut commencer sa petite carrière d'entrepreneur, ben, il est immédiatement confronté à tout un système d'assujection et d'impératif de se plier, notamment au niveau administratif. On lui demande d'aller chercher 2 timbres de tel type, shahadat al-hayat, shahadat al-skna, shahadat les certificats, les attestations. Il doit aller à la Moqata'a et littéralement espérer que l'individu en face va lui donner le document qu'il veut. Et donc, il doit faire des signes d'allégeance et demander gentiment à ce que le document lui soit donné. Puis il doit aller voir le Muqaddam, puis il doit aller voir tel ministère, etc., le tribunal du commerce, il y a la file d'attente. Et puis il y a le monsieur derrière le comptoir qui se comporte en mandarin et auprès duquel il faut adopter une démarche de séduction et de se plier devant lui. Donc, tout est fait en réalité pour assujettir l'individu et empêcher effectivement l'émergence d'une individualité qui doit demeurer sous contrôle. Et donc, on revient à la question du makhzan. C'est-à-dire, là, c'est la perpétuation de cette logique à l'intérieur de l'État moderne marocain et qui, en réalité,
entre dans une logique de prise en otage mutuelle, où l'État moderne prend en otage le limite et le prend en otage l'État moderne. Donc il faudra trancher et moderniser instrumentalement. C'est-à-dire on peut avoir une verticalité du pouvoir sans embêter les gens dans leur quotidien par rapport à n'importe quel petit truc. Il faudra aller chercher, légaliser un document, chercher un timbre ici et là, attendre que le muqaddama arrive, etc. Donc, effectivement, mais on ne peut pas poser ces questions-là si on ne tranche pas par rapport à la question fondamentale de qu'est-ce que devrait être l'État marocain réellement et comment repenser la question de la verticalité du pouvoir en termes contemporains et sortir de cette logique orientale du contrôle par l'administration au niveau de chaque démarche de la vie d'un individu ou d'un entrepreneur qui effectivement se retrouve confronté à cette réalité. Sans parler de la fiscalité orientale que l'on a, on est écrasé sous des impôts. Et puis deuxièmement, tout ce schéma permet quoi? Permet en réalité de maintenir écrasés par terre les différents vitalismes et les différentes énergies, mais au-dessus des nuages, on a des gens qui planent au-dessus de l'Muqata'a, au-dessus des ministères, voilà, qui effectivement tout se déploie pour eux avec un plafond de verre, c'est-à-dire qui est totalement invisible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se déplacent même pas. C'est le chauffeur qui va à Muqata'a, c'est le chauffeur qui va des fois même quelqu'un du ministère qui vient lui rapporter un document à la maison, à la villa. Donc, cette double réalité, aujourd'hui, devient de plus en plus intenable. Et je veux dire, intenable pour tout le monde. Elle n'est ni dans l'intérêt de la bourgeoisie dominante, ni dans l'intérêt du peuple, parce que ça se termine toujours mal. Et je n'ai pas envie que ça se termine mal pour mon pays. J'ai envie de trouver une dynamique vertueuse où, effectivement, cette bourgeoisie quitte sa logique de mandarinat et de despotisme oriental et entre dans une logique de rupture et de portée sur ses épaules et d'enrôler avec elle toute la population marocaine sous l'égide d'une verticalité du pouvoir monarchique pour aller vers une direction stratégique qui sera définie de manière souveraine. On peut le faire, on s'interdit en raison d'un aveuglement idéologique et d'une forme d'autocensure qui nous empêche de poser les vraies questions. Et donc tout le monde s'interdit de poser les vraies questions et on entre dans des débats, ce qu'on appelle des querelles byzantines. Vous savez, Constantinople était assiégée par les Turcs, et les prêtres byzantins, pendant ce temps, débattaient de la sexualité des anges. Est-ce que les anges sont des masculins ou féminins? On est un peu là. On parle d'entrepreneuriat, comment faut-il. Mais le problème est un problème de cadre global. Je veux dire, si on ne révolutionne pas le cadre global, dans la paix et dans une démarche graduelle, eh ben, on demeurera dans un schéma de bricolage permanent avec des commissions, des réunions, le CESE qui va nous prendre des rapports là, la Cour des comptes qui va nous prendre des rapports là, mais des rapports qui vont effectivement contribuer à la déforestation de l'Amazonie par la destruction d'arbres pour produire du papier, mais qui ne permettront rien d'entamer une révolution mentale et d'aller de l'avant. Achraf Alaoui, je crois qu'on a deux questions. Alors restez avec nous, messieurs Rachid Alaoui et Mohamed Metchikoun, on va faire rapide. On a deux questions d'intervenants, n'est-ce pas, Achraf Alaoui, hein? J'avais une main levée de la part de Khalid Benzakour. Alors, Monsieur Khalid Benzakour, si vous voulez intervenir, mais j'en ai qu'une seule. Donc, on va voir par la suite si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ou poser la question oralement. Ensuite, j'ai vu que Monsieur Benzakour voulait réagir par rapport au dire de Monsieur Sahaji. On prend Khalid d'abord. Khalid, la parole est à vous. Oui. Bonsoir. Donc, moi, ce que je voulais ajouter, que l'entrepreneuriat doit commencer à partir de l'école. Ça veut dire qu'à partir de CM1, CM2, on commence à faire apprendre les gens comment créer, quels sont comment faire un travail en collectif. En classe, on peut commencer pour que les gens arrivent à un certain niveau, ils connaissent comment on partage, comment on fait les choses. Mais non, comme M. Mohamed a dit que pour créer une société au Maroc, il faut 1 mois pour la créer. Mais le problème, c'est quoi? Toutes les sociétés qui ont pris du temps pour être créées, on les voit au bout de 3, 4, 5 ans, ils n'existent plus. Okay? On n'a pas de sociétés qui pérennent jusqu'à les 90 ans, que les 99 ans que c'est permis pour la survie de la société. La société marocaine, elle est créée pour 4, 5, 10 ans. Le grand maximum, ça reste dans les moyennes de 20 ans. Donc, on a une moyenne de 10% des sociétés qui partent au-delà de 25 ans. Mais les 90%, ils s'arrêtent au niveau de 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ce que je voulais ajouter. Mais ce qui est important, c'est à partir de l'école qu'on commence à éduquer les élèves qui seront les prochains entrepreneurs, comment on peut créer par la suite leur propre entreprise.
Merci beaucoup, Merci. Cheikh Khalid. Merci beaucoup, M. Benzakour. Alors, on va garder la question de M. Benzakour et prendre une deuxième main, le M. Mokhtar Slimani, avant de vous redonner la main, M. Benoît. Alors, M. Khalid Slimani, vous avez la parole. Allez, Slimani, est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir. Sinon, je compte 1, 2, 3. C'est Slimani, est-ce que vous êtes là? Alors, on n'entendait rien, il y avait un problème, je crois, une coupure. Non. Ah, bonjour. Bonjour. Maintenant, c'est bon? Non, Ok. maintenant c'est bon. Allez-y. Merci pour ce webinaire. Bon, je vais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est concernant, je suis tout à fait d'accord avec CHHI, c'est Mohamed Meshkroun, concernant le cadrage global, il faut le revoir et, en termes de mode de développement de notre pays. Mais je pense que cette vision un peu pessimiste de l'administration publique ou de notre pays est trop. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord de cette vision-là, parce que l'administration marocaine, elle contient des compétences très importantes. Rien qu'il y a une ingénierie au niveau de certains ministères qui sont très importants, le ministère des Finances, le ministère de l'Équipement, l'ingénierie au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, il y a beaucoup de ministères qui disposent de compétences très importantes. Ces compétences qui peuvent quand même être mobilisées et donner un élan important à notre pays. Donc, l'administration, il n'est pas seulement gaufré des fonctionnaires pour une raison de sécurité de l'emploi et tout ça. Donc, ça c'est dépassé. Ce n'est pas même la vision d'ailleurs du Maroc. Et pour le cadrage, je pense que le Maroc, il a sa constitution. Donc, on a un modèle politique qui est clair dans notre constitution. On a des partis politiques. Le dilemme, est-ce qu'on privilège le développement ou bien on privilège la démocratie? Il est dépassé ce discours-là parce que quand même la souveraineté économique, même avec la crise sanitaire, il est critiqué. D'ailleurs, vous vous souvenez de la France, que le groupe Sanofi, il a privilégié les États-Unis pour le vaccin. Le président Macron, il était mécontent, donc il était intervenu pour dire au PDG de cette multinationale que le crédit d'impôt dans lequel bénéficie cette multinationale est un atout pour cette entreprise pour que la France soit privilégiée et le vaccin doit être un bien public. Donc, tout ça, donc, tout ce discours, c'est la souveraineté économique. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas donner aux jeunes ou bien surtout aux entrepreneurs marocains ce discours-là qui est un peu négatif. Il faut un peu d'optimisme. Il faut d'abord diagnostiquer les atouts de notre pays. Le pays, le Maroc, il a une histoire. Ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Donc, on a derrière nous une histoire. On a une administration qui a beaucoup évolué. On n'est plus dans l'administration des années 80 ou des années 90. On a le corollaire responsabilité et gestion, il est là. Ouais. Donc, les gens, on commence quand même à responsabiliser le gestionnaire public. Donc, l'accès à la gestion publique, ce n'est plus donné à n'importe qui. Il y a quand même des questionnements, il y a une responsabilité qui est maintenue. Donc, ce sont des commentaires à partager avec vous et merci pour ce webinaire. Merci pour votre intervention, Slimani El Mokhtar. Mohamed Benzakour, peut-être une réaction d'abord sur ce que vient de nous dire Slimani? Oui, merci pour l'intervention. Nous nions pas qu'il existe des compétences dans chaque sphère et aussi dans le secteur public, mais nous sommes dans une ère où le Maroc a fait un choix d'ouverture dans le monde, et donc un choix d'ouverture à une compétitivité accrue, agressive. Et lorsqu'on a en parallèle Singapour, qui a dématérialisé tout son système et qu'on peut créer une société sans intervention humaine en 48 heures, ça crée une barrière et un handicap dans notre circuit et dans notre capacité à attirer les investisseurs et à connaître une prospérité. Donc le patriotisme n'est pas tombé dans le conformisme ou de ne pas voir la réalité des choses. Je crois que le vrai patriotisme dans lequel on doit faire preuve, c'est de voir nos axes d'amélioration et de travailler dans nos axes d'amélioration pour une quête de développement. Tout n'est pas mauvais au Maroc, bien évidemment, mais nous avons beaucoup de choses à relever et il est de notre
honnêteté en tant que société civile, en tant que personne qui participe au débat public, de relever les manquements de ce pays pour qu'on puisse effectivement voir un Maroc prospère, un Maroc dans lequel nous sommes réellement fiers et qu'on arrête justement de se référer à Ibn Battuta et aux grandes légendes historiques. Donc c'est très important à ce qu'il y ait cette dématérialisation du système administratif et que d'ailleurs la volonté elle est là. Le projet est lancé, mais il y a des réticences et des barrières au sein même de la sphère interne pour des conflits d'intérêts qui ne veulent plus d'intervention humaine. Donc, il y a un conflit d'intérêts, il y a des barrières, il y a des réticences du changement, mais qu'il faut impérativement éradiquer par des actions punitives et par des politiques courageuses. Donc, c'est un combat qu'il faut mener et qu'on doit considérer qu'il y a des adversaires internes qui ne veulent pas de cette modernisation. D'ailleurs, cette dématérialisation, elle est voulue, elle est mise en place, mais elle n'est pas opérationnelle compte tenu de ces barrières-là. Maintenant, pour ce qui est de l'entrepreneuriat par rapport à la première question, il a dit qu'au Maroc, nous avons beaucoup plus d'entreprises qui ferment au bout de 5 ans à celles qui connaissent une prospérité. C'est normal. Nous avons dit que le rôle de la banque n'est pas là, n'est pas dans son soutien financier, car les 5 premières années sont les 5 années les plus délicates dans sa capacité à couvrir les charges fixes, à couvrir l'amortissement à l'investissement. Et lorsqu'on est une entreprise naissante et qu'on fait face à un marché extrêmement compétitif à travers d'abord un pouvoir d'achat des ménages marocains extrêmement faible qui ne donne pas lieu à des opportunités de croissance. En plus de cela, on doit faire face à des produits étrangers, dont les produits turcs qui sont là, qui sont subventionnés. Comment vous pouvez concevoir qu'un produit turc avec une main-d'œuvre plus élevée en Turquie, avec un transport, se retrouve sur le marché marocain moins important ou moins coûteux que celui du Marocain. Donc, ça relève aussi de la capacité de l'État à protéger son industrie, à protéger son tissu industriel et ses entrepreneurs contre l'invasion étrangère, y compris celle de la Turquie. Il faut le mentionner, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, la Turquie est ciblée non pas que par le Maroc, mais par d'autres pays, y compris la Tunisie. Donc lorsqu'un jeune entrepreneur fait face à ces dilemmes-là, d'abord, il n'a pas l'éducation, on ne lui a pas attribué les ressources pour rivaliser dans les produits, dans les marchés européens et américains. Donc, il n'a que le marché marocain. Et comme le marché marocain est extrêmement pauvre, de par le faible pouvoir d'achat du Marocain, qui n'est que la résultante d'une politique économique basée sur l'export et non sur la valorisation de la consommation intérieure, et aussi l'absence de la méritocratie, l'absence du soutien financier des banques, l'agressivité des produits étrangers, tous ces facteurs-là, effectivement, ce n'est pas une surprise que de voir des jeunes entrepreneurs découragés par l'action entrepreneuriale en vue de l'expérience de ses amis et qui ne veut que la sécurisation de l'emploi. Et cette atmosphère-là ne va jamais, jamais, jamais pousser le Maroc vers l'optimisation de son potentiel. Donc, il faut une réforme structurelle et radicale sur tous les points de vue. Rachid Achachi, réaction? Effectivement, à aucun moment on a remis en cause l'idée qu'il y a des gens extrêmement compétents dans la fonction publique, bien entendu, et heureusement, car il en va du bon fonctionnement de l'État. Mais ce qui est pointé du doigt, c'est beaucoup plus l'état d'esprit dominant dans certains pans de la fonction publique à différents degrés. Effectivement, on peut pas, la fonction publique n'est pas un bloc monolithique. Et qu'il y a des gens qui sont très enthousiastes quand ils intègrent la fonction publique avec des compétences, mais qui en arrivent très rapidement à être tout simplement dégoûtés par ce qu'ils voient comme étant des impunités, comme étant des schémas de clientélisme que l'on peut retrouver effectivement, de cooptation, de clans que l'on peut retrouver au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau des différents autres ministères, où il y a des instrumentalisations de ministères par des personnes, des ministres, pour des raisons de calcul politique électoral. Donc, il y a plein de parasitages qui, en réalité, font que beaucoup de gens sont découragés à l'intérieur de la fonction publique et finissent par se limiter à faire le minimum, non pas par paresse, non pas par manque de patriotisme, mais parce que le patriotisme réclame un environnement qui lui est favorable et pas un environnement qui vous dégoûte de toute initiative. Parce que souvent, des fois, dans certains pans de la fonction publique, le fait de prendre l'initiative peut se retourner contre vous.
C'est-à-dire que restez à votre place. C'est-à-dire pour qui vous prenez-vous? Vous n'allez pas nous donner des leçons sur comment ça marche. Donc il y a un problème de mentalité qui change, bien entendu. Heureusement, la digitalisation a connu un coup d'accélération ces dernières années, mais il y a encore une pesanteur qui tarde à disparaître et à se dissiper et qui retarde un peu cet élan-là. Mais bien entendu que l'on a des compétences et heureusement. Donc le but n'est pas d'attaquer la fonction publique. Je suis le premier à la défendre à la radio tous les matins, à chaque fois que le débat porte là-dessus. Car je pars de l'idée que la fonction publique est un peu un sanctuaire qui échappe à la logique du marché. Et donc qui peut effectivement, qui est beaucoup plus susceptible de s'inscrire dans une vision stratégique de très long terme, beaucoup plus qu'un certain privé. Mais après, quand on parle des PME ou des entreprises qui durent dans l'espérance de vie de 2, 3, 4, 5 ans, mais pourquoi leur espérance de vie est d'une aussi courte durée? Faut voir la fiscalité qu'ils vivent. Tu as une fiscalité étouffante dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une forme de moratoire d'1 an ou de 2 ans. On est immédiatement projeté dans les différents impôts qu'il faut payer avec une TVA de 20%, avec un IS, et puis l'impôt sur le dividende, etc. Donc, tout est fait en termes d'écosystème pour pomper le maximum de recettes fiscales au niveau de la base entrepreneuriale, mais en réalité, pour offrir quasiment une productivité à l'informel. Parce qu'au lieu de chercher à élargir la base fiscale en vue d'alléger le poids fiscal sur les PME, on ne le fait pas pour différentes raisons. Là encore, on revient à Mkhzen et à l'État moderne. Parce que quand je parle de l'informel, je ne parle pas de la pauvre femme qui vend le harcha à côté ou de celui qui vend des bananes sur une calèche, mais on parle du grand informel, Omar, etc., où des milliards sont brassés, ou des impôts ne sont pas payés, parce que les détenteurs de ces capitaux informels sont des gens qui font partie des noyaux durs du système et qui effectivement freinent et empêchent l'élargissement de la logique fiscale à ces secteurs de l'informel qui tirent une surproductivité d'un schéma d'impunité totale. Pareil pour l'amnistie fiscale qui a été faite à plusieurs reprises, qui est une prime à la malhonnêteté et qui effectivement décourage tous les gens qui travaillent quotidiennement, durement dans leur PME et qui prennent du risque, etc. Donc à un certain moment, il faut poser les grandes catégories. Après, il y a effectivement toujours quelques génies qui arrivent à s'en sortir, à casser le plafond de verre et à faire émerger leurs PME en des entreprises plus résilientes et capables de durer plus longtemps. Mais le but étant d'offrir cette opportunité au maximum de gens. Donc il faut repenser la politique fiscale, il faut repenser la politique sécuritaire, qui fait qu'il faut à chaque fois des documents, des autorisations, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, le parcours du combattant. On a d'autres moyens d'obtenir la stabilité et la sécurité au Maroc qu'en inscrivant les gens quotidiennement dans un schéma où ils doivent se justifier à chaque fois, démontrer à chaque fois, faire preuve de bonne foi à chaque fois, légaliser à chaque fois, avoir un document à chaque fois. Donc, c'est toute une mentalité qu'il faut changer. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas pour l'individualisme, je suis pour le collectif. Mais le collectif n'est pas une négation de la personne en tant qu'autonomie relative. Il doit permettre une dialectique entre le collectif et entre la personne qui doit jouir d'une relative autonomie. Et donc, il faut réinventer un rapport vertueux entre le collectif et l'individu qui ne soit pas un rapport de masochisme en réalité ou de sadisme vis-à-vis des PME ou des citoyens. Merci beaucoup Rachid Achachi, merci beaucoup Mohamed Benchekroun, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire du Club des dirigeants. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci, au revoir.